Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, les petits bagarreurs, salut à vous, mes On est parti. Alors c'est parti, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toute bande de petits castagneurs et castagneuses. On est un mardi midi, voilà, je suis comme d'habitude en fait, je le dis à chaque fois, mais en très très bonne compagnie. Je suis avec mon pote, Adri. Je peux pas trop crier aujourd'hui, j'ai un petit peu perdu ma voix. Mon pote Adri. Qu'est-ce que t'as fait avec ta de voix Castagne FM. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait de ma voix. Mon pote Adri de Castagne FM, comment ça va mon pote Adri de Castagne FM, avant que j'explique à nos petits castagneurs ce qui est arrivé à ma voix. Parce qu'en plus le responsable est ici, à cette table. Écoute, impeccable, la forme comme d'hab. On va Oui. passer une bonne émission. Toi, là. tu as encore ta voix. J'ai encore ma voix, j'ai pas la voix suave que tu vois, j'ai pas cette chaleur, mais j'ai pas la voix cassée d'un adolescent qui est en train de muer. Exactement, et ça moi je commence à avoir l'habitude. À chaque fois que je crie, que j'encourage quelqu'un, donc à croire que toi tu ne l'as pas fait, je perds un peu ma voix. Voilà, Johnny Fraché, tu combattais samedi soir au roll-up, c'était la 4e édition exactement. On va encore remercier Malik et tous les organisateurs. Il y avait aussi Pierrick et puis d'autres Et les compétiteurs voilà, aussi. et donc alors déjà dans toute l'organisation pour cet événement, parce que c'est chouette, ça fait bouger le jiu-jitsu brésilien, mais donc aussi, et on va y venir parce que ça va être le sujet du jour, met en avant un sport qui vient d'être légalisé. Tout ça lui permet aussi d'être accepté, tout ça, et de le mettre en avant, donc c'est hyper chouette les événements comme ça. Donc le roll-up est un événement de grappling, jiu-jitsu brésilien. Il y avait du kimono et du grappling pur, c'est-à-dire sans kimono. Et c'était hyper chouette. Effectivement, on va féliciter aussi tous les combattants qui nous ont offert ce spectacle. Et donc Johnny Fraché qui combattait, qui a gagné. Voilà, c'était chouette. Et j'ai crié très 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 fort. Pour toi, ça ne te servait à rien parce qu'il n'y avait aucun conseil dans mes cris, mais c'était de l'encouragement. C'était déjà ça. Si, ça m'a servi parce que j'ai gagné en cri. moins d'une minute. Au à la cri. fin, là, j'étais en stress de ouf pour pouvoir sortir du dos en moins de 17 secondes. Alors voilà, c'est ça. Donc Adrien, tu veux nous expliquer un petit peu le principe du règlement qui a eu lieu cette année. Tu veux nous expliquer un petit peu? Oui, en fait, les combats, c'était 8 minutes, donc c'était submission only. Donc c'est-à-dire qu'à la fin, s'il n'y a pas eu de soumission, ça va sur des règles en mort subite, où un des adversaires prend le dos de l'autre et doit le faire taper, ou l'autre doit sortir. Et ça donne un chrono. Par exemple, si l'adversaire a fait taper son adversaire en 1 minute, l'autre a 1 minute pour le faire taper. Et si l'autre sort, il a 1 minute pour sortir. Et donc Johnny... j'ai fait une connerie, j'étais dans le dos et puis j'étais... Tu l'as laissé sortir souvent, en 17 secondes. Hein. Souvent, en fait, le dos, je le garde pas longtemps à la soumission et j'attaque la jambe. Et là, j'ai fait... Mais quand je regarde la vidéo, je suis encore derrière le coude. Donc techniquement, l'arbitre n'aurait pas dû arrêter. C'était un peu tendancieux, ouais. On est d'accord. Tant qu'on est derrière le coude, on est encore dans l'attaque du dos, en fait. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Et puis, en même temps, ça met du piment dans le combat et je devais sortir en moins de 17 secondes. Et pour la petite histoire, comme c'était la première fois que ma femme elle venait me voir à un combat et que je voulais que quand je rentre à la maison elle me fasse à manger, et il fallait que je gagne le combat. Sinon t'avais rien? Sinon non, je rigole pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette émission a lieu à la place de l'émission qu'on voulait faire spéciale pour les meufs, pour les journées du droit de la femme. Ouais, c'est vrai, Félicitations en moins de 3 minutes de podcast là. Mais ma femme est dans la cuisine. Bravo. Non, elle est pas dans la cuisine, mais comme elle est végane, et je lui ai dit, ok, je mange vegan à la maison, y a pas de problème, mais faut que tu sais toi qui fais à manger. Tu manges vegan chez toi? Ouais. La plupart pour du elle. temps, ouais, pour elle. Parce que c'est elle qui fait à manger. Parce que sinon, ça fait des gamelles différentes, tu vois. Et donc, ça rend compliqué. Sinon, c'est pas convivial. Et le repas, c'est quand même ça aussi. Donc, j'essaie de manger un petit peu maximum quand même. Donc, voilà quoi. Mais non, c'est pas vrai. Même si j'avais perdu, on m'aurait fait à manger. Mais ouais, quoi qu'il en soit, c'est son rôle. Donc, elle t'aurait fait à manger quoi qu'il arrive. On a bien compris. C'est pas son rôle. C'était par gentillesse après un combat. On a bien compris. Et c'était surtout, voilà, elle est là. C'est un peu d'ego aussi. Tu veux pas perdre devant ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Faut dire la vérité. Ça. C'est un peu de... Et donc, je l'ai vu quand il s'est mis dans mon dos, Souk, j'ai fait non, c'est mort.
Et t'es sorti en 16 secondes. 16 secondes et quelques. C'est-à-dire que t'as eu 30 secondes de moins que lui. Ouais. Alors que c'était un très très gros adversaire. Ouais, il est galère. Très difficile. Souk, j'en ai parlé dans un podcast là, que j'ai posté hier. Et Souk, en fait. Tu peux donner le nom du podcast, s'il te plaît, que tu Running diriges. Knowledge. Running Knowledge, les gars. Ronin Knowledge. Les gens Allez, commencent à connaître. Ouais. écoutez, c'est vraiment super. Et donc, je parlais du podcast. Avance un tout petit peu vers le J'ai parlé de la préparation, j'ai parlé de la tactique et tout. Bon, en vrai, je vais pas rentrer dans les détails. Et donc, le problème que proposait Souk, c'est que c'est un combattant qui avait finalisé des gars très très forts comme Benjamin Bourbon, Éric de la Sablière, etc. Et il attaque la guillotine, il attaque l'autre extrémité, le pied en estima lock, qui est une technique qui est difficile à défendre. Et donc, moi, comme j'attaque dans les jambes pour aller en double leg, single leg, souvent je laisse ma tête, même si je fais attention. Et quand je suis en dessous, j'attaque beaucoup en reverse de la riva pour commencer à contrôler mon adversaire. Donc, j'ai un pied extérieur qui est exposé. Et lui, c'est ce qu'il aime. Donc, en fait, j'étais obligé de le fatiguer, prendre l'angle de 45 degrés, bon là on rentre dans le technique, pour pouvoir l'amener au sol de fois et à rentrer en ashigarami extérieur pour l'attaquer sur du talon. Sauf que j'avais pas calculé que lui, il allait placer sa jambe, sa hanche, il est plus petit que moi, donc il place sa hanche très facilement pour défendre bon, vous pouvez voir la vidéo, bref. C'était un super combat, merci à lui, il est au top et j'ai kiffé, merci Malik. Et le plus important pour moi, c'est que tous les combattants aient parlé, qu'il y ait eu ensemble, il y avait une super ambiance, il y avait une osmose de ouf et c'est surtout ça le plus important dans cette compétition, c'était ça. Voilà. La bonne ambiance. Ça se ressentait dans le public en tout cas, on a passé un bon moment. Ouais. Et même cool. Des gens qui n'avaient pas l'habitude, qui sont venus voir les combats, ils m'ont dit ils ont vraiment aimé, ils ont compris le fonctionnement et ils se sont pris au jeu, d'accord, du submission bet et tout ça, donc c'était vraiment intéressant. Et ta femme, parce que ça fait pas très longtemps que tu es avec elle? Si, ça fait 4 ans. Oui, donc ça fait pas très longtemps. Est-ce qu'elle t'avait vu combattre en MMA? Ouais, mais elle était jamais venue. Voilà, c'était ça ma question. Avant, quand je combattais en MMA, je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir combattre. Ça me stressait. Tu vois, j'avais l'impression de je pourrais pas te gérer, je pourrais pas m'occuper de toi. Tu vas être toute seule dans le public et tout. Alors qu'il y a d'autres combattants qui gèrent très très bien ça. Et puis là, en fait, j'ai passé le cap, quoi. J'ai réussi, j'ai mis longtemps. Le fait que ce soit pas du MMA? Ouais. Mais j'ai une autre approche. J'ai beaucoup. Là, c'est vraiment que du kiff. Même si je vais combattre très très souvent en grappling et en nogi, en lutte et tout. Mais le fait qu'il n'y ait pas on en avait parlé mais qu'il n'y ait pas de coups traumatiques. Ça se dit, traumatique. Et qu'il n'y ait pas de coups au cerveau et tout ça, c'est quand même une approche différente. Voilà. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr, oui. Quand tu peux pas prendre des droites au sol, ça libère un peu, même dans les mouvements et tout. C'est quoi. ça, et puis tu perds, tu vois. Alors que là, il y a quand même. Donc, voilà, et ça introduit d'ailleurs le sujet. Bah oui, on est entre professionnels ici quand même, Johnny. L'importance de cadrer cette discipline qui est le MMA. Parce que, voilà, à contrario du grappling, même s'il y a des risques en grappling qui peut tomber sur la tête, les clés de nuque, c'est hyper dangereux et tout. Les coups au visage et les coups au cerveau peuvent avoir des grosses conséquences sur la pratique des sports de percussion. Donc si c'est pas cadré, ça reste ça devient problématique. Donc Johnny, peux-tu nous présenter notre invité, s'il te plaît? Il va aussi se présenter tout seul, mais en tout cas c'était première chose, je l'ai vu combattre, je l'ai vu s'entraîner, j'en avais entendu parler de lui par rapport à Loïc Pora, un club dans lequel je m'entraînais haute tension. Et déjà, j'avais vu son coaching sur des 100% fight. Et le gars, il est pointu. J'ai entendu qu'il est pointu. Entre geek de la préparation physique et du coaching et de la pédagogie et de la performance, il y a des petits trucs qui... Et j'avais vu qu'il était pointu et tout. Et puis, j'avais eu des commentaires d'Arthur Coras qui filme le 100% fight. Puis après, on s'était jamais trop parlé et tout. Il s'occupait de l'IMAF, l'équipe amateur de MMA qui participe aux compétitions internationales. Et je l'avais contacté pour pouvoir mettre certains de mes élèves sur ces événements. Et ensuite, on s'est vu au BPGEP, c'était avant ou après, je sais plus, quand j'ai passé mon diplôme de pancrace, d'accord, de sport de contact. Et c'était l'un des formateurs. Et j'ai beaucoup aimé sa méthode et sa vision très moderne et je vais dire holistique de l'enseignement et de la pratique des sports de combat et des arts martiaux hybrides en particulier. Et j'aimais bien aussi le fait que il connaît toutes les autres disciplines, quoi.
il connaît. Mais le qui jiu-jitsu, est-il? tout Qui est ça. cette personne Donc voilà, extraordinaire donc c'est que tu nous décris là? Fantôme. Brézéfin. Fantomas? Lionel. Brézéfin, enchanté. Lionel, Enchanté, merci enchanté. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc... écoute, présente-toi, voilà, représente-toi, effectivement. Bah, déjà, merci à vous. Merci à Johnny Frachet, hein, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est pas n'importe qui quand même. Je m'appelle Lionel Brézéfin, donc moi j'ai été pratiquant de MMA, j'ai commencé à haute tension dans les années 2005, à la bonne époque. Donc j'ai été entraîné par David Baron, Loïc Porra, Jean-Marie Merchet, Christophe Dafreville. Et à la suite de ça, j'ai fait un petit peu de jiu-jitsu brésilien au Gracie Barra, parce que personne n'est parfait. Ah ouais. Tu dis ça par rapport au jiu-jitsu brésilien, attention quand même. Un peu de On nous a dit que tu étais provocation. ceinture bleue quand même. Ouais, ceinture bleue très vieille, très D'accord. très élimée. Très Ceinture bien. bleue de tricheur en fait. Mais Voilà. non, Bah, mais non, Si, mais non. 10 ans ceinture bleue, c'est une arnaque. Et après, je me suis Tu entraîné continues à le aussi. seul un petit peu? Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, D'accord. j'ai pas trop le temps. Et après, je suis allé au Cercle Tissier quand Olivier y était encore pour pratiquer un peu l'après-midi. D'accord. Voilà. À la suite de ça, j'ai passé mes diplômes. Comme il n'y avait pas de diplôme pour le MMA, j'ai passé tout ce qui était en rapport avec le pied-point. Donc j'ai passé un BP et puis un DES à l'INSEP en performance sportive kickboxing. Et après, j'ai fait un petit diplôme universitaire de préparation physique pour le MMA, que j'ai passé à l'université de Lyon. Ce qui m'a permis après d'intégrer l'équipe de France amateur en qualité d'entraîneur et d'aller sur le circuit amateur IMAF de MMA amateur. Oui, parce que ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé ici. Il y a un vrai circuit qui est très peu connu, parce que les gens voient beaucoup l'UFC, le Bellator, le ONE FC, mais il y a une vraie compétition amateur de MMA. Je crois qu'il y a des protections, en fait. C'est comme à la boxe. Non, c'est pas un truc du genre? Oui, il y a des protections, il y a des protèges tibia. En fait, du fait que l'activité était connue au départ à travers les professionnels, on a une structuration du professionnel, puis une structuration de l'amateur. Donc c'est pour ça qu'à l'inverse des autres disciplines, l'amateur est apparu après le professionnel. Normalement, c'est l'inverse. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose Ouais. d'assez caractéristique du MMA. On a commencé par se foutre sur la gueule de façon hyper violente en faisant des shows, etc. Et à un moment, vrai. les gens ils se sont dit structurons-le et faisons en sorte que ça devienne accessible. Ah, parce qu'il y C'est a un de petit plus en peu plus l'histoire de monde. tous les sports de combat quand même un peu ça, non? C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des bagarres, le judo, le krav maga, les choses comme ça sont apparues. Je prends des exemples très guerriers, enfin très connus pour leur principe d'art de guerre. Donc cette espèce de besoin de violence et d'efficacité. Et puis on s'est dit, on va en faire un sport. Donc finalement, c'est presque suivre le chemin normal en fait. Ça dépend. Là, c'est ça dépend à partir de quand on commence l'analyse historique. Par exemple, la lutte parisienne qu'on avait parlé dans un des podcasts est un sujet vraiment intéressant d'étude pour déterminer l'origine du MMA et des arts martiaux mixtes, j'ai envie de dire. Parce que la lutte parisienne, déjà dans les années 1600, 1700, et on retrouve des traces d'apprentissage de techniques de boxe plus lutte de transition qu'on retrouve en MMA et de frappe au sol déjà avant, mais avec des dessins, des gravures, etc. Donc il y avait vraiment un système d'enseignement dans ce qu'on appelait les salles d'armes. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a plus de l'oubli, une amnésie collective de l'histoire des arts martiaux hybrides et mixtes, plutôt que... et ensuite des phases de déstructuration. Mais en fait, c'était déjà organisé, mais il n'y a pas eu une évolution linéaire de ces arts martiaux-là. Il y a eu des phases d'oubli, genre il y a eu des guerres et tout ça, donc ça a freiné le développement. Par exemple, la lutte parisienne a été très très organisée, ensuite c'est désorganisé après les guerres, et donc au Brésil et dans ces pays-là où ils ont organisé ils avaient une grosse histoire d'affrontements multistyles, qui venait d'Europe d'ailleurs, c'était une tradition européenne qu'on retrouvait beaucoup. Il y a eu un oubli, il y a eu une rupture dans la ligne, dans le linéage de l'histoire des arts martiaux hybrides et des rencontres interstyles. Et donc ce qui a créé les IVC, ces fameux IVC qui étaient très polémiques. Si on avait... Qu'est-ce que IVC? Attends. Alors c'était les premiers vale tudo, les combats dans les rings Mais ça, au Brésil. au Brésil. Donc en fait, ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'il y avait, pour bien clair, il y avait un art martial français, un sport de combat, on va dire européen, on va dire une pratique de combat européenne. une tradition européenne, en tout cas une transmission. Parce que qu'est-ce qui caractérise un sport? C'est
un enseignement, Très déjà, bien. parce que s'il n'y a pas d'enseignement, c'est pas une pratique sportive, c'est une activité physique, ok ? bien. Donc il faut qu'il y ait un enseignement, un suivi et des oppositions. Des oppositions entre pratiquants, d'accord ? Des compétitions, donc des comparaisons et puis aussi des règles codifiées. À partir de ça, on retrouve les traces de plusieurs de ces facteurs-là, ce qui fait un sport. Déjà, il y a très très longtemps. Donc, les arts martiaux hybrides et les rencontres interstyles étaient déjà organisées de manière sportive dans les années 1600. Mais il y a une rupture dans cette chronologie, voilà, à cause de la guerre et tout. Sinon, peut-être que le MMA serait déjà organisé depuis longtemps. Il ne s'appellerait pas forcément MMA. Comment on retrouve ça Alors moi, ça me dit rien du tout. Et puis dans les années 1600, il s'est passé effectivement, tu dis la guerre, il y a eu plein de guerres, il y a eu la Révolution française, et puis il y a des choses qui sont passées en 4 siècles quand même. Alors, il y a un livre qui est super intéressant. Non, mais me demande pas de lire des livres. Non, mais je te le dis, et puis... Non, mais attends, t'es à Castagny FM, là-haut. Et bah, il y a un livre de Charlemont, qui est un maître d'armes, d'accord, que j'aimerais beaucoup mettre la main sur ce grimoire pour moi, qui représente une grosse partie de l'origine des arts martiaux mixtes et du MMA, qui regroupe tout ça. Et donc, grâce à ce livre, on a l'historique des mélanges de techniques, donc de la lutte parisienne, les systèmes de boxe, etc. Mais Charlemont. Charlemont. Mais qui est ces gens ? C'était quoi ? C'était des... C'était des maîtres. Mais c'était quelle classe sociale ? Parce qu'à l'époque, c'était important. C'est ce qu'il expliquait dans le premier, c'est J'ai que pas généralement c'était les profs, des gens de la classe un peu aisée. C'est ça, des jeunes de la classe aisée. Ouais, exactement. Ouh. Bien joué, c'est ça. Eh C'est ouais, exactement Ronin ça. Knowledge, salle d'armes, mon Parce pote. qu'ils pouvaient pas penser qu'il y a si les gars, pour qu'ils pensent à développer un concept, ils pouvaient pas se préoccuper de penser à survivre dans la rue et tout ça. Sinon, ils n'avaient pas le temps. Donc, il fallait déjà qu'ils aient du temps libre pour pouvoir promouvoir une discipline. Donc, le MMA, les arts martiaux mixtes et les rencontres mixtes ont un gros héritage français. Donc, on peut pas dire que ça vient pas de France. Alors, qu'est-ce qui fait que ça a mis aussi longtemps à arriver, on va dire, de manière légale en France ? Parce qu'on était un peu les derniers des Mohicans. Je crois qu'il n'y a plus que la Norvège qui l'interdit en Europe. Ouais, Et même la Thaïlande a tenu très très longtemps pour protéger la boxe thaï. Ils ont fini par laisser tomber, mais on est parmi les derniers pays du monde. Alors pas vraiment, mais en tout cas en Occident, le dernier. Oui, c'est vrai. Mais il y a plusieurs choses. C'est d'une part, il y avait parce qu'on a parlé de l'intégrité physique et de l'éthique sur la perception justement de frapper quelqu'un au sol. Donc on était parti du postulat que quelqu'un qui était au sol était forcément en difficulté. Et donc, ce serait rajouter une difficulté ce serait se battre contre quelqu'un qui n'aurait pas la capacité de se défendre. Donc déjà, il fallait faire changer les idées là-dessus. L'autre chose, c'est que c'est aussi assez impressionnant. Et en dernier point, les images n'ont pas aidé. C'est-à-dire que les premiers UFC, sans catégorie de poids, sans limite de temps, c'était un petit peu quand même très désorganisé. Et aujourd'hui, c'est les images qu'on retrouve quand on parle du MMA pour décrire le MMA. Il devait avoir Qu'est-ce qui fait que tous les autres pays d'Europe, on va prendre l'Europe, ce sera plus simple, on finit par légaliser ça. Et pas la France. On a eu une loi contre, je crois. Je crois qu'il y a eu 2 lois qui empêchaient les combats en cage, notamment. Non, on a eu des arrêtés, en fait, qui disaient qu'effectivement, on ne pouvait pas pratiquer. On avait la pratique à l'entraînement, mais on n'avait pas le droit à la pratique compétitive. Les arrêtés, c'est quoi ? C'est préfectoral ? Non, ministériel. C'était après 2016, quand il y a eu une organisation au cirque d'hiver de MMA. Ouais. Le ministère l'a pas très bien pris. Donc mais c'était déjà illégal à l'époque. C'était pas que c'était illégal, c'est que c'était pas autorisé. Donc en fait, l'activité en elle-même n'apparaissait pas dans, on va dire, le répertoire de toutes les disciplines sportives qu'on pouvait pratiquer en France. Donc en fait, on avait une sorte de flou par rapport à ça. Personne n'a dit le MMA est interdite. Mais par contre, toute activité avec justement percussion au sol, etc., n'était pas autorisée en fait, tout du moins en pratique compétitive. Et donc c'est ça qui a dû bloquer quelqu'un. Enfin, il y avait cet arrêté ou cette loi qui empêchait de combattre quelqu'un au sol. Oui. Mais il a bien fallu que ce soit voté à l'époque. Probablement dans les années 90, non ? Ah non, ça existait déjà ? L'arrêté, lui, date de 2016. Et en amont, c'est que de toute manière, oui, le fait de percuter quelqu'un au sol, était pas considéré. On a eu des problèmes d'éthique. Je comprends ce que veut dire Adrien, c'est-à-dire que, et vraiment pour comprendre, il n'y avait rien qui, dans la loi, disait on ne frappe pas quelqu'un au sol.
Bah si, en fait, on n'a pas une C'était loi. implicite, On n'a pas mais une il y loi avait pas de loi. anti-MMA qui est sortie en 1980. C'est pas comme ça vraiment que ça fonctionne. On sait juste que dans l'ensemble des activités sportives, il n'est pas permis de frapper au sol. Mais Dans d'accord, le et ça, code du sport. ça avait été fait en réaction au MMA aux États-Unis ou ça existait déjà à l'époque? Ah, ça devait déjà exister à l'époque. Voilà, d'accord. Ok. Oui, oui. Ça n'a pas été fait pour contrer le développement du MMA. Oui, donc il a fallu défaire une loi pour arriver à légaliser en fait. Il a fallu prononcer un autre arrêté, effectivement, pour faire avancer les choses. Oui. Soulager l'arrêté un peu. Bon, pas très facile. bien. Non, c'est vrai, c'est un peu, il faut essayer de comprendre. C'est pour ça aussi que Johnny est là. Mais là, un point qui est important, c'est donc maintenant, là c'est vrai, on est en plein dedans. Donc, les prochaines générations, elles verront qu'il y a du MMA en France et tout, même si l'évolution, à mon avis, elle va pas être linéaire. Il va y avoir plein de chapitres dedans. Mais la question qui revient souvent, c'est ok, pourquoi la fédération de boxe? Exactement. Et c'est pour ça qu'on voulait voir Lionel. effectivement. Et comment Lionel s'est retrouvé un petit peu à structurer tout ça, responsable de la structuration du MMA, si je peux dire, et du début en tout cas du MMA structuré et légal en France. Oui, parce que petit castagneur, voilà, en fait, le thème de cette émission, c'est un peu de vous expliquer. On est un peu sur deux épisodes à la suite qui parlent de MMA. On sait que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est un peu vous expliquer comment ça s'est retrouvé légal en France, quels sont les acteurs, et surtout de quelle façon même technique ça s'est passé. Et Lionel était au centre de tout ça, voilà, quand même. C'est vrai parce que beaucoup de personnes ont été étonnées. Il y avait énormément de réactions. On l'a vu pendant peut-être 2-3 semaines. Ça n'arrêtait pas tous les jours. On voyait chacun y aller de sa petite de son étude un petit peu, voilà, sur le fait que le MMA pendant 2 ans, c'est ça, incombe, enfin, est sous la houppe de la Fédération française de boxe. 1 an pour commencer, et C'est ensuite 4 ans. Ouais. Toi, Johnny, en tant que pratiquant, en tant que vrai pratiquant de la première heure, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette décision ? Alors, pour dire vrai, j'étais parti vers la FFKMDA. Alors, je trouve que la fédération de boxe est très bien. Non. Alors, en fait, Là, pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube en même temps, Lionel vient de menacer Johnny avec un col 45, avec un pistolet à doigt. flambant neuf, Un flambant neuf. pistolet à doigt. Un piste au doigt. Ouais. Et donc, alors, moi, j'ai passé mes formations à la FFKMDA. Et donc, qui était la formation, qui était la fédération qui organisait un petit peu tous les événements de Pancras. Donc, le Pancras, qui est le discipline mixte qui se rapproche le plus du MMA en France. Du MMA en France. Et donc, comme je trouvais que dans la continuité, je pensais que dans la continuité, j'avais pas tous les outils, tous les critères d'analyse. Donc, je me suis dit, bon, c'est la fédération qui va qui organise la discipline la plus proche techniquement du MMA qui va avoir un jour la délégation, ce que tout le monde pensait. Ce qu'il y a, c'est que un jour, je suis parti dans une réunion, d'accord, et j'ai posé une question qui n'a pas eu de réponse. J'ai posé une question et c'était: est-ce que quelqu'un a fait une étude comparative des avantages et des inconvénients, des plus et des moins en fait, des différentes fédérations qui pourraient accueillir la fédération, parce que qui pourrait accueillir le MMA, et donc celle qui serait le plus à même d'accueillir le MMA. Le seul critère que tout le monde voyait, c'est le côté voilà, on a une discipline qui ressemble le plus proche sportif du MMA, et donc ça doit être elle qui doit l'avoir. En gros, c'était ça. Après, il y avait 1 ou 2 critères qui se rajoutaient pour les personnes qui connaissent vraiment le milieu un petit peu administratif et tout, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà. Et ensuite, j'ai demandé ça à Lionel un jour, aussi, après qu'on ait parlé. Et puis lui, il m'a montré un tableau avec tous les critères qui peut comprendre une analyse. C'est ça, hein? Je suis ceinture noire de tableau. Ouais. De tableau, ouais. Ceinture noire, black belt de Que tableau. contenait ce tableau ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi Et on parle ça, alors, je pense Lionel ? que c'est le sujet important, ça. C'est vraiment important. Que contenait ce tableau ? Qu'est-ce que tu as pu montrer à Johnny et qui lui a fait au passage changer d'avis ? Non, j'ai pas forcément changé d'avis. Disons que tu as changé d'avis. Non, structurellement, il y avait des attendus. Le problème aussi, c'est que le paysage sportif, il n'est pas forcément connu des pratiquants.
C'est-à-dire que C'est les ça. gens viennent et pratiquent et ensuite ils rentrent chez eux, ils reviennent, ils Exactement. pratiquent jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais en fait, parfois, c'est la structuration au-dessus, elle est un petit peu compliquée. On s'en rend pas compte que c'est un paysage, mais c'est assez compliqué. Donc il y a des choses comme par exemple le statut sportif de haut niveau. En fait, on décrète pas qu'on est statut sportif de haut niveau. Le statut sportif de haut niveau, c'est vraiment reconnu. On est sur des listes qui sont ministérielles et puis on reste sur ces listes un certain nombre de temps. On peut être considéré comme athlète ou partenaire d'entraînement. Et en fait, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner et puis parce que vous êtes sportif de haut niveau, vous allez avoir un accompagnement supplémentaire, vous pouvez avoir des aides financières, vous pouvez avoir tout un tas de choses qui englobent ce statut sportif de haut niveau. Donc déjà, toutes les fédérations n'ont pas ce statut. C'est un statut qui met quand même pas les professionnels, mais qui met les athlètes acteurs. confirmés, les acteurs D'accord. confirmés, un petit peu à l'abri quand même. Parce que vous allez avoir par exemple ce qu'on appelle le double parcours. C'est-à-dire double parcours, vous faites vos études et en même temps vous assumez votre carrière sportive. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fini votre carrière sportive, vous avez un diplôme à la clé et comme ça vous avez une poursuite et c'est ce qu'on appelle le suivi socio-professionnel. Et ça, c'est grâce au ministère des Sports et Alors, aux fédérations qui Certaines fédérations, par exemple le judo a le statut sportif de haut niveau, la lutte là aussi, et d'autres fédérations ne l'ont pas. Donc la boxe anglaise, la boxe elle a aussi le statut sportif de haut niveau. Et ce qui fait que par exemple on a des athlètes avec un statut qui, parce qu'ils ont des soutiens du conseil général, parce qu'ils ont un soutien aussi du ministère, parce qu'ils ont des soutiens locaux comme ça, arrivent à constituer une rémunération pendant toute leur carrière d'athlète. Donc ça évite quand même une sorte de précarité. Donc ça c'est important aussi pour le développement. On en a beaucoup parlé. Hein, Ça faisait partie des choses qu'effectivement la fédération de boxe pouvait apporter. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place aussi pour l'activité MMA. Juste avant de te laisser continuer, est-ce que tu peux juste nous dire quel est toi ton rôle, parce qu'on n'en a pas parlé exact, quel est ton poste, ton titre à la Fédération française de boxe? Moi là, je suis entraîneur national, donc analyste de la performance, et je suis aussi le référent sur le dossier de structuration du MMA. Voilà, d'accord. Référent de la fédération de boxe. Oui. De la FFB. C'est ça. Et alors, plantons le décor quand même aussi. Alors désolé, on est parti un peu loin et on y revient. Pourquoi est-ce que le MMA avait besoin d'une structure, enfin d'une fédération mère? Excellente question. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est Parce vrai, que les gens on disent est pas. oui, Bah ouais, le super MMA aurait bonne pu- question. Le MMA aurait pu être le MMA immédiatement. La, et, la FFMMA, on n'en parle plus. Pourquoi? Il y a eu, c'est pareil, il y a eu un observatoire des pratiques, donc c'est-à-dire que le ministère a créé une première commission. Cette commission a audité la majorité une grosse partie des acteurs sur le territoire. À l'issue de ça, ils ont rendu un rapport. Donc il y avait deux députés qui avaient demandé et diligenté en fait cette commission. Et après, il y a eu un observatoire, encore une autre commission, qui a aussi observé la pratique du MMA. À l'issue de ces deux concertations qui ont dû durer à peu près 3 ans. Donc en gros, c'est des commissions de députés qui ont mandaté un groupe de... Il y a 2 députés. Voilà, qui donc, ont mandaté un groupe d'experts. Qui ont mandaté un banque d'experts. Nommé par qui? Par les députés? Oui, en fait, ils ont audité. Ils sont Ok. allés voir tout le spectre de pratiques sur Paris et en province, et puis ils ont audité pour faire un état des lieux, tout du moins, de ce qu'était l'activité MMA. À l'issue de ça, il y a eu une deuxième commission qui s'est créée, qui elle aussi a fait à peu près la même chose, mais sur 3 axes, donc sur 3 volets. Donc il y avait le volet du médical, le volet de la définition, finalement, qu'est-ce que le MMA, et puis comment il est pratiqué, comment il est perçu. Ouais. Le deuxième volet, c'était la formation, et le troisième volet, c'était le médical. Et à l'issue de ça, pareil, il y a eu un rapport constitutif, et c'est là, de ces concertations, qu'est venue l'idée que le MMA pouvait, en l'état, ne pas être autonome. On a beaucoup d'écoles, on a beaucoup de voix, on a beaucoup de personnes. Donc en fait, là aujourd'hui, c'est un mouvement qui est quand même assez divisé. Donc le but du jeu d'une fédération, comme son nom l'indique, c'est de fédérer. Et en l'état actuel, confier peut-être la gouvernance à un des courants ou un des mouvements, ça n'aurait pas contribué à cette notion de fédération. C'est hyper intéressant ce que tu racontes. En gros, Merci. c'est... on va... Mais c'est, en gros, Et on il va le vous mettre- pense vraiment parce qu'il Ouais. le dit pas souvent. C'est gentil. Ouais. En gros, on a dit on va mettre une fédération mère qui fera la bonne maman pour éviter que tous ces enfants terribles s'engueulent. En le gros, but. c'est un peu ça. Ouais, c'est pour Et ça vous- que c'est pas vraiment une fonction de tutelle qu'on a, c'est une fonction de... Mettre des fessées, quoi. Non, même pas. Aimez-vous les uns les autres, Oui, bordel de merde. Ça, c'est vrai, mais pas des fessées. D'accord. En fait, il faut pas fesser les Ou enfants. aimer les fessées, bordel de merde. Ça, c'est Oui, interdit. c'est ça. Donc en fait, le but, Non, c'est de si, proposer bah, une si. architecture. Et après, dans cette architecture, tout est fait pour qu'elle puisse après rouler et devenir autonome. La finalité de la Fédération française de boxe, c'est qu'après, le MMA, il soit autonome. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est ce qu'on a
c'est ce qu'on a entendu et c'est ce qu'on a lu beaucoup pendant 3 semaines. Il n'y a rien de politico-financier. Vous n'en avez absolument rien à faire à la Fédération française de boxe d'avoir récupéré le MMA. Vous, tout ce que vous voulez quelque part, c'est que le MMA ait sa propre identité et puisse rouler tout seul. Financièrement, ça vous rapporte quelque chose ? Alors, c'est très surprenant quand on dit ça. Les gens pensent que c'est faux ou que c'est de la langue de bois, mais ce qui a été fait, et ça, ce sera visible de toute manière sur les statuts, c'est que cette entité-là, l'entité MMA, il n'y a pas de porosité entre l'entité boxe et l'entité MMA. Vous ne touchez rien de ce que Attends. La Fédération française de boxe, pour ses besoins à elle, ne pourra pas utiliser ce que rapporte l'activité MMA au sein de cette fédé. Et inversement. C'est-à-dire et que inversement, évidemment. Mais ça veut dire que là, par exemple... Donc c'est juste de la tutelle. Là, c'est de l'encadrement et de la tutelle. Et en fait, même au niveau des ressources, c'est-à-dire que même les ressources dédiées, aussi bien humaines, financières que matérielles, en fait, les ressources dédiées, on n'a pas de transfert des ressources. On a le public box qui lui aussi est très sceptique, qui se dit, on est déjà, nous aussi, on a des choses à structurer. Et on nous rajoute quelque chose en plus, donc en fait on va avoir une perte ou une dilution de moyens. Donc on peut pas dire que tous les gens soient non plus heureux de se dire que... La France, mon pote, tout le monde râle, personne n'est content. Voilà. Et après on a les acteurs du MMA qui disent « Ah, ils nous ont récupérés parce qu'il y a l'UFC, ils pensent qu'ils vont faire de l'argent, etc. etc. » Mais on sait personne ne peut dire combien cette activité va générer. C'est-à-dire que personne ne le sait. C'est-à-dire que même le nombre de pratiquants, on ne le sait pas. C'est-à-dire que l'estimation est entre 10 000 et 60 000. On ne sait pas. Effectivement, on est sur une grosse sacrée fourchette. Tu sais, on dirait les manifestations entre la police et les manifestants. Entre 10 000 et 60 000 pratiquants de MMA. Oui, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Johnny, un pratiquant de MMA ? C'est une bonne question. Une fois qu'il y a une fédération qui se met en place, qu'il y a une structuration, il y a différents points. Qu'est-ce qui fait un pratiquant de judo ? Est-ce qu'il est obligé d'être... Mais par exemple, est-ce qu'un pratiquant de pancrace qui s'entraîne en pancrace était un pratiquant de MMA ? Alors aujourd'hui, il peut le devenir, mais qu'est-ce que c'est qu'un pratiquant de MMA ? Alors, il y a 2 statuts, on peut diviser en 2 parties. Donc il y a celui qui pratique le MMA mais qui n'est pas forcément licencié dans une fédération, dans la fédération de MMA, d'accord ? Maintenant, on pourra faire cette distinction-là. Et il y a celui qui est licencié, arrête. Il y a celui qui va avoir sa licence. Non, un pratiquant de MMA, donc d'arts martiaux mixtes, c'est quelqu'un qui pratique des arts martiaux avec un objectif d'opposition multistyle. Voilà. Ok, je fais du judo le lundi dans mon club de judo. Je fais de la boxe thaïlandaise chez Guillaume Kerner le jeudi soir. Et je fais un peu de lutte avec mes copains le samedi à l'ASC. Est-ce que je suis un pratiquant de MMA ? Est-ce que je rentre dans vos quotas ? Non, pourquoi ? Parce que, regarde, arts martiaux mixtes, ça veut dire que c'est mélangé. Et donc, le terme mixte, qu'elle soit dans la formation, dans l'enseignement et dans la pratique, non. C'est aussi... Non. Quelle est la particularité du MMA ? La particularité, c'est que on va pas prendre de la boxe, de boxe, de la lutte, et du sol du jiu-jitsu brésilien. Non. On va utiliser ces évolutions-là, mais il y a une réelle... spécialisation en fonction des règles de la compétition et des vraies transitions qui sont des composantes primordiales aux particularités qui établissent l'identité MMA. En fait, c'est ça. C'est vraiment spécifique. On va emprunter peut-être, on va pouvoir utiliser certaines évolutions qu'on va voir en judo et tout ça, mais il va falloir les spécialiser, par exemple, pour le travail contre la cage, pour les frappes au sol, pour la distance. Donc, il y a une vraie identité et qui se précise de plus en plus quand on regarde les combats de MMA maintenant. Donc, un pratiquant de MMA peut pratiquer plein d'autres disciplines en même temps, mais c'est comment il va les mélanger ensemble qui va faire de lui... Mais c'est un peu ça ma question justement. Je suis désolé parce que c'est vraiment pas mon univers et je pense que pour beaucoup de monde en France, même certains pratiquants, c'est très flou. Je suis prof de judo, j'ai un élève, je le sais, qui, donc voilà, je te dis, fait un peu de boxe, un peu de lutte, de la boxe thaïlandaise, un peu de machin, mais qui ne fait pas dans un club défini de MMA avec ce que ça comprend de transition, tout ça. Est-ce que moi, je peux
lui prendre une licence, alors je sais pas si c'est à la FFB, ça Ouais, c'est oui ça, c'est ça, c'est à la c'est FFB. Est-ce que je peux lui prendre une licence à la FFB et l'envoyer combattre un samedi soir Alors, ce qu'on a pensé, c'était. Parce que mettre ça en place fait un pratiquant de MMA, c'est ça que je veux dire. Non, en fait, Il y a tout un cheminement qui va être, installé par la fédération, qu'il va falloir suivre, qui va faire de vous des pratiquants de MMA. D'accord. En fait, on met un système d'évaluation, justement, par le biais de grades. Et ce sont des grades qui vont valider des prérequis techniques. D'accord, donc ça c'est pour les profs. Non, pour tout le monde. Non mais qui remet ces grades, c'est ça que je veux dire, excuse-moi. On aura un ensemble d'évaluateurs qui va aider comme ça à la gradation des publics. Il va falloir qu'on puisse niveler aussi et il va falloir qu'on puisse déterminer la pratique en fait. Donc au même titre qu'il y a des grades dans la majorité des arts martiaux et sports de combat, on va reprendre ce principe-là parce que c'est le plus simple pour évaluer techniquement qui fait quoi. Voilà, donc demain, moi je veux combattre, Dieu m'en préserve, je veux combattre demain tout ça, je dois faire partie d'un club capable, Affilié. voilà, affilié Oui. à FFB, capable de me remettre des grades. Et en fonction de ça, il y aura la possibilité d'accéder à certaines compétitions. Voilà, tu as des compétitions relatives à ton grade. En fait, on ne mélange pas tout le monde dans un grand panier. On a différents niveaux de compétition. On a 2 niveaux de compétition amateur. Un niveau de compétition assimilable à du promotionnel. C'est l'antichambre avant le professionnel. Et puis, on a un niveau de compétition professionnelle. Et à chaque fois, il y a des grades et une technicité attendue pour passer de l'un à l'autre, en fait. Pendant des années, ce qu'on faisait, c'est que, voilà, on allait faire de la lutte. Hop, on allait faire du jiu-jitsu, on allait faire du grappling, on faisait du muay, et puis après on retournait à la salle, et le problème c'est quoi? C'est qu'on devait enlever, par exemple sur la lutte, on enlevait 30% des contenus. Sur le jiu-jitsu, on était trop sur le dos, donc ça marchait pas avec les frappes au sol, donc on enlevait pareil 60% des contenus. On allait à la luta, oui mais on avait moins de contrôle, donc on enlevait une partie des contenus. Sur le muay, on avait un centre de gravité trop haut, donc on tombait tout le temps par terre, hop, on enlevait. Et finalement, chacun était en train de créer comme ça sa petite version en fait du MMA dans son coin, adapté à son style, son morphotype, etc. C'était assez compliqué. Aujourd'hui, le sport, il est mieux connu, c'est sûr, il est mieux connu, et il y a des choses qui marchent pas ou qui marchent plus. Donc on n'est plus dans cette phase d'expérimentation. Ça, il faut arrêter. Aujourd'hui, on a des gens, moi j'ai entraîné au Platinum dans le 13e, on a des types qui sont arrivés, qui n'ont jamais fait de Muay Thai, qui ont commencé par le MMA, mais qu'on peut mettre sur une compète de Muay Thai et qui sont pas ridicules. Donc la spécificité de la discipline, c'est qu'on n'est pas les meilleurs. On ne sera pas les meilleurs au sol, on ne sera pas les meilleurs en boxe, on ne sera pas les meilleurs en pied-point, mais on sait faire un petit peu de tout. Mais dans le cadre de la pratique, en fait. Et je peux donner un exemple pour l'illustrer vraiment, ça, c'est quand on prend Robert Whittaker, qui est un combattant australien qui combat à l'UFC, qui avait la ceinture pendant un moment contre Yoel Romero. Yoel Romero, qui était un lutteur, comme ça va vraiment être visuel, là, qui était un des meilleurs lutteurs de tous les temps en lutte olympique. Okay, Robert Whittaker a défendu les amenés au sol de Yoel Romero. Pourtant, il ne vient pas de la lutte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lutte de MMA, pour vraiment cibler ce côté technique, elle est spécifique à la discipline, d'accord? Ce qui fait que grâce à cette mise en place technique et à cet agencement qui ne va pas forcément imposer un style aux pratiquants de MMA, chaque école va pouvoir avoir sa vision, son style, sa part de personnalisation de la technique, mais plutôt amener un point de vue vraiment spécifique, des outils d'analyse spécifiques pour pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, je prends un exemple, la Spider Guard en MMA, on va se prendre des parpaings dans la tête. D'accord, ça va être... Peut-être qu'à un moment précis, peut-être on va pouvoir mettre les pieds dans les biceps pour pouvoir défendre, mais c'est quand même difficile. Donc c'est dans cette optique-là que définir un cheminement pédagogique et technico-tactique va pouvoir aider à structurer, comme si on prenait des piliers, voilà, on met plein de piliers qui vont un petit peu permettre de définir l'identité MMA, le raisonnement MMA, un petit peu de pédagogique, et au milieu, les pratiquants vont pouvoir exprimer leur individualité. Comment vous avez travaillé ça? Parce que tu connaissais le milieu du MMA, mais je ne sais pas si tout le monde à la Fédération française de boxe était au fait de la pratique MMA. Comment vous avez travaillé pour mettre au point ces espèces on peut dire règles, ce suivi, comment vous avez fait? Beaucoup de yoga.
Ah ouais, ça a été la folie furieuse. Tout est yoga. Non, ça a été, ah ouais, vraiment, Ouais. c'était l'horreur, les réunions et tout. Un peu de café aussi, du yoga. Non, en Mais fait, pas trop. on se rejoint sur des nombreux points parce que Johnny, il est aussi, il est dans l'interrogation en fait de ce qu'il fait, de ce qu'il produit, de comment on le fait, de comment on l'enseigne. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est aussi de pouvoir l'enseigner et transmettre en fait. C'est le savoir-faire et le savoir-faire faire. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous intrigue. Si on part de là, on pourra arriver à des niveaux de pratique assez élevés en fait. Mais le principal, c'est finalement comment on retranscrit. On observe que dans nos pratiques, les pratiques des sports de combat, on rédige assez peu, on écrit assez peu. Donc on a une sorte de perte de mémoire là-dessus. On ne sait pas forcément retranscrire ce qu'on fait. On a du mal à transmettre aussi ce qu'on fait, si ce n'est par l'oralité en fait. Donc pour nous, ça posait un problème. Donc on a eu une réflexion sur la pratique du MMA, puisque Johnny connaît un petit peu le sujet quand même. Donc en fait, on a eu une réflexion là-dessus, et puis sur comment on ferait pour transmettre ça, pour faire ça. On connaît aussi très bien nos publics. On a fait différentes structures. On sait aussi quels sont les points et les écueils. Donc notre travail à nous, c'est de créer un squelette. Et moi, c'est comme un arbre en fait, avec plein de branches, et il va être peuplé de feuilles, et c'est les intervenants, les acteurs du MMA qui vont mettre toutes les feuilles sur l'arbre en fait. Mais en fait, on a fait les grandes lignes directrices qui vont être amenées à bouger, c'est possible. Mais déjà, on a fait un gros travail d'orientation, et après, à partir de cette orientation, on va continuer à qualifier, peupler, tout ça en fait. Un point important qui est à mettre en avant, et un questionnement du public, français de MMA, c'est comment les anciens coachs et les anciens pratiquants, et un petit peu tous les coachs historiques et intervenants historiques du MMA, vont être reconnus dans cette structuration. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place? Comment ils vont pouvoir faire valider leur expérience? Parce que tu vois bien, par exemple, un Daniel Vorin qui a un background de fou en résultats et tout ça. Comment cette personne, on va lui dire, en gros... Aujourd'hui, t'as pas les bons diplômes. Tu viens, voilà, vaux rien. vas-y, comment tu fais? Ou un Loïc Pora et tout ça. Comment la structuration... Je sais un petit peu comment ça va passer, mais je pense que c'est une question qui est hyper importante là pour les différents acteurs importants du MMA. Il a raison, comment vous allez faire? Vous allez faire l'historique? Vous allez faire au CV? Ah non, jamais. Ça veut rien Non mais dire, c'est que c'est pas possible. Donc comment vous allez en plus, faire? un CV, ça veut rien dire. Comment on fait? C'est-à-dire que par rapport à ça, nous on a défini une architecture. On sait qu'on va identifier tous les acteurs, ils vont s'identifier, et on va créer des groupes de travail. Dans les groupes de travail, on va te demander par exemple comment tu fais pour faire une Kimura sur des 6-8 ans. À partir du moment où tu sais m'expliquer comment tu fais une Kimura, ça veut dire que tu en as la connaissance, en fait, tu as la compétence. Nous, ce qu'on évalue, c'est les compétences. Donc, en fait, si tu as la compétence de pouvoir enseigner ça sur tel type de public, et puis des publics variés, avec une technicité variée, ça veut dire que ton grade, en fait, tu le valides. C'est un peu comme une sorte de VAE, c'est une validation des acquis. C'est ça qu'on est en train de faire. On ne va pas leur demander de mettre un short et de passer 1 million de Kimura pour être sûr que c'est bien fait. En fait, déjà, on n'est pas sûr qu'il y ait une manière de faire, mais on va essayer de retranscrire ce qu'ils ont dans la tête, toute l'expertise, la pédagogie, toutes les années d'enseignement, et on va tout recoucher noir sur blanc. Et donc, vous allez demander à ces personnes-là, on parlait de Daniel Voirin ou Loïc Pora, de venir et de passer des tests. Non, on va leur demander. Nous, on doit de partager leurs connaissances. Alors, exactement. plutôt. Voilà. D'accord. Mais si tu veux, si tu regardes au karaté, on a un référentiel technique. On sait très bien non, mais c'est est. vrai. On regarde au jiu-jitsu brésilien, il y a des gens qui se sont amusés à faire des caractéristiques très très drôles sur toutes les soumissions depuis tel endroit, telle position, etc. Au judo, ils l'ont aussi. Donc nous, on peut pas évaluer si au final on n'a pas défini. Si tu veux, c'est comme si tu parles une langue sans dictionnaire, c'est très compliqué. Donc au départ, on est obligé de créer un dictionnaire. Et on va tout classer comme dans un dictionnaire. Et en fait, c'est eux qui vont nous aider à mettre des définitions. Et on va mettre des définitions un peu partout. Ça fait aussi que ce qui nous intrigue, nous, c'est pas Daniel Voirin, c'est pas Loïc Pora. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on va faire pour quelqu'un qui est en région, qui est un peu isolé. Comment il fait, lui, pour faire du MMA finalement? Qu'est-ce qu'il a comme référentiel technique à sa portée? Qu'est-ce qui lui dit que ça, il peut le faire avec tel public? Qu'est-ce qui lui dit qu'en faisant ça, c'est pas contre-productif, voire dangereux finalement, tu vois? Donc, au final, en écrivant tout ça, par ces retours d'expérience de plusieurs décennies pour certains, en fait, on se prémunit de ça. Et puis, si on a par exemple 1, 2, 3, 4 références pour une technique donnée, c'est pas grave. Ça se trouve, c'est 3 ou 4 approches différentes. Donc, en fait, on cessera jamais de le peupler. Mais si on le fait pas, en fait, on est incapable d'évaluer. C'est impossible. Et on est incapable aussi de pouvoir transmettre. Et le but du jeu, c'est aussi d'évaluer et transmettre. En même temps, ça crée ces rencontres. Moi, je suis vraiment... je les attends vraiment
avec beaucoup d'intérêt, puisque ça va, imagine, on va prendre dans un sujet donné, comme si on faisait un colloque, un convent des personnes qui ont le plus d'expérience, en tout cas si elles veulent venir, hein. Après c'est au bon vouloir des personnes, mais tu prends les plus grands, les personnes qui ont le plus d'expérience dans l'enseignement et dans la formation de champions, et dans la formation pas que de champions, aussi de pratiquants loisirs, et sur différents publics, avec différentes approches, qui vont être réunies et qui vont faire des fiches pédagogiques, des fiches d'approche du MMA, structurer ce MMA, et on va presser un peu tout leur savoir, tu vois, et pouvoir leur donner toute la moelle, tu vois, de leur savoir et de leur méthode, pour pouvoir la donner au public français. Les gens vont répondre présent, vous pensez? Ben, on espère. Ouais, mais il y a une différence entre on espère et vous avez eu des retours, vous avez eu des choses où vous pensez que les gens vont... Comment expliquer? C'est-à-dire que j'imagine, peut-être que je me trompe complètement, tout le monde n'est pas Johnny Frachet, avec une envie de partager, avec une envie de faire savoir son savoir. Je pense à Daniel Voirin, par exemple. Encore que là, il sera ravi certainement. Mais peut-être un peu genre, écoutez, moi j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon truc, laissez-moi tranquille avec vos trucs. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les gens vont prendre le temps de faire ça? Alors, comme je l'ai dit, on connaît assez bien nos publics, on connaît les écueils. Donc, par exemple, la fiche comme ça, la fiche méthodo, la fiche atelier, on l'a faite pour qu'elle soit le plus simple possible. Donc, ça veut dire il n'y a pas de technicité, il n'y a pas une technicité particulière, c'est pas un truc compliqué. Il y a 5 points, tu décris les points, tu décris le matériel que tu utilises et tu définis ton public. D'accord. Fini. Après, je discute avec pas mal d'interlocuteurs du MMA que je connaissais historiquement. Et en fait, cette idée-là, pour l'instant, j'ai personne qui m'a dit non, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de pas mettre ma pierre à l'édifice. Tout le monde a dit quand on est arrivé, on va se relever les manches, on va se mettre au boulot. Ça veut dire quoi se mettre au boulot en fait? Se mettre au boulot, c'est tu prends un crayon et puis tu fais 5 fiches ateliers sur 5 grades différents, et c'est comme ça aussi que tu valides ton grade, et puis tu rentres dans cette grande course où en fait où tout ce qu'on voulait c'est de la reconnaissance. Mais la reconnaissance, pour l'avoir, il va falloir travailler, il va falloir produire. On est obligé de produire. En fait, on est un sport moderne et la fédération de boxe, elle a un siècle. La majorité des fédérations en France, elles ont un siècle, voire un peu plus. Donc là, il faut qu'on rattrape, si tu veux, un siècle de structuration en quelques mois. Hein, en un an, quoi. Vous avez un an. Il y a des talents. Et il y a plusieurs points que je voudrais relever qui sont vraiment importants pour moi. On voit souvent le MMA sous le prisme du professionnel. Mais ça, c'est même pas 10%, même pas 5%. D'accord? C'est les pratiquants loisirs. Moi, ce que je veux, c'est que tu es un avocat qui vienne le matin, un cours de 7h du matin. On appelle ça blue collar. Et le mec, il vient s'entraîner. Tu vois, et il a une méthodologie. Qu'on rende le MMA accessible un petit peu à tout le monde, finalement. C'est vrai ce que je dis. Pour le moment, tout le monde est toujours... Enfin, pour le moment, le MMA, c'est l'UFC. Et c'est peut-être la faute à la non-légalisation en France, mais c'est vrai que le côté MMA amateur, en tout cas en pratique amateur, paraît très loin, quoi. Ouais, mais regarde, parce que le but, que ça existe. Moi, je pense même pas à la compétition, parce que je sais qu'il y a des moyens, ça va se faire et tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est structuré à la base. Tout le monde comprend qu'il faut des arbitres, des médecins, des coachs formés, diplômés, comme ça on le comprend. Mais un truc qui est vraiment important, et moi qui me plairait beaucoup, c'est de créer un outil hyper simple d'utilisation, mais en même temps très très précis, pour le coach qui est à Bourg-en-Bresse, ou je sais pas dans quelle région dans l'Allier, à Pouzy-Méjangy ou à Vernevert. Vous écoutez de là-bas. Et lui, il a Internet. Et sinon, il doit faire des stages pour rencontrer des profs de MMA et tout ça. Et il a que Internet, et il y a trop d'informations, il y a surinformation. Et là, maintenant, il va y avoir une fédération qui va lui donner un sac à dos. Quand je dis un sac à dos, c'est virtuel. Hein, avec, ok, tu as un programme sur lequel tu as un référencement technique organisé de manière cohérente pour tes 0-6 ans, tes 6-9 ans et tout ça. Et aussi, on va te donner un programme, un cheminement pour que tes athlètes ils commencent du classe C, classe B, classe A à semi-pro et pro, tu vois. On va te proposer ça. Et l'autre chose, c'est que quand tu regardes, on a des sections de clubs où ils font beaucoup de MMA enfants. Et en fait, il n'y a pas de surprise. Si tu regardes d'où viennent les enseignants, généralement, c'est des types qui viennent du judo, parce que le judo, il sait très très bien faire ça. Ou des types qui viennent du karaté, parce qu'ils savent aussi très très bien faire ça. Et ils savent très bien faire ça parce qu'ils ont une réflexivité sur la pratique, parce qu'ils savent très bien décomposer la pratique, parce que techniquement, ils la connaissent pour dire à tel ou tel âge, on peut plutôt faire ça. Et puis en faisant faire ça, même si tu vois, le baby judo, c'est anodin,
Mais mine de rien, c'est pas si anodin que ça, parce que tu fais tes formes de corps, parce que tu fais de l'équilibre, tu fais de la proprioception. Donc au final, tu vas basculer dans l'activité sans t'en rendre compte. Et on se rend compte, il y a plein d'initiatives régionales de gens qui disent, je suis surpris, hein, je reçois des messages, moi je suis à tel endroit, je fais ça, j'ai tant d'adhérents, ça dépasse la centaine. Et en fait, le type, lui, il fait du MMA en réutilisant son savoir de baby judo. Donc ça veut dire que en ramenant aussi comme ça, dans un outil central, toutes ces initiatives-là, ça veut dire qu'on va combler aussi les lacunes, par exemple, de quelqu'un qui serait spécifiquement le pied-point sur les enfants. On n'est pas au top, hein, on va pas le dire. Mais pour le judo, eux, ils savent très bien faire, ils ont une expertise là-dessus. Donc le but du jeu, c'est de réinvestir cette expertise aussi pour faire grandir la discipline et qu'on puisse avoir un panel qui aille de 6 ans jusqu'à... Après 6 ans, les gens pensent à frappe au sol. On met pas de frappe au sol avant 18 ans. Donc en fait, il y aura pas de frappe au sol sur des mineurs, c'est pas le but. Parce que la fédération internationale, l'IMAF, la fédération amateur, c'est comme ça qu'elle procède. Donc nous, on a repris le référentiel IMAF avec des compétitions qui commencent sur les U14, U16, U18. Mais avant, il n'y a pas de compétition. Mais c'est ce que j'allais dire, je crois qu'il n'y a même pas de compétition avant la Non. majorité en MMA, non? Parce que Là, même aux États-Unis, chez les amateurs, l'IMAF propose des choses sur le public junior. mais c'est du pancrace. Ouais, en fait, Ouais, c'est un pancrace. T'as même pas de percussion, il n'y a pas de percussion au visage debout non plus. C'est quoi le poids de... Excusez-moi. C'est quoi le poids de l'IMAF vraiment aujourd'hui dans le monde du MMA au global? Ils ont eu l'UFC en partenaire initialement, pendant 4 années. Ils sont toujours en étroite collaboration. Ils sont reconnus par Sport Accord et ils arrivent chaque année à avoir une reconnaissance par des instances sportives, des associations sportives internationales, et ils ont un poids qui est croissant et grandissant en fait. Donc c'est vraiment le moyen de liaison de toutes les fédérations nationales de MMA amateur. De plus en plus. C'est-à-dire qu'on allait sur les premières compétitions IMAF, il y avait très peu de pays, et puis il y a de plus en plus de pays. Tous les pays sont maintenant représentés, et puis c'est croissant. Ça a été à la tête à 2 anciens Olympiens en judo. Étrangement. Ouais, Keris Brown et Denzel White, et c'est des anglo-saxons. La machine, elle est très bien huilée, ça marche très très bien. Ils proposent des formations pour tout, pour les encadrants, pour les coachs, pour les cutman, pour les arbitres. Et c'est bien fait. Ils font les championnats du monde, ils font des Open continentaux. En ce moment, c'est l'Open d'Océanie. Et puis, comme ça, c'est croissant. Et ce qui est surprenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver, par exemple, les Suédois qui arrivent et qui font des hold-up. Sur 17 Suédois qui viennent, ils repartent avec 16 médailles. Parce qu'ils étaient déjà prêts? Parce qu'ils ont une manière de travailler qui coïncide bien avec ça, parce qu'ils savent aussi très bien ce qu'ils font, parce que c'est bien structuré, parce qu'il y a des manifestations quasiment tous les week-ends aussi en Suède, etc. On parlait du développement de la pratique, et du fait, par exemple, comment était perçu justement le caractère invasif des frappes au sol. Mais les anglo-saxons n'ont aucun problème avec les sports de combat. Je veux dire, tu trouves du MMA quasiment tous les week-ends en Angleterre. Oui. Et tu as tous les publics quand tu y vas. Là, vous parliez du roll-up où tu te dis c'est festif et tout. Tu peux aller voir du MMA et Que ce soit aussi festif que le roll-up. c'est archi festif. C'est même surprenant. D'où en ça tant que vient, Français, tu penses, ça, en tant que Français? Moi, j'ai un peu ma petite théorie, on en a parlé au dernier podcast. D'où tu penses que ça vient, ça, et Johnny, je m'adresse à toi aussi, cette peur de la frappe au sol? Je sais pas si on peut parler de peur, mais cette Ou même globalement, rejet. Ouais, c'est vrai qu'on Johnny et Eric nous disaient souvent, en France, on a une vraie tradition martiale, et on a l'impression que finalement, on rejette un peu On ça. est un peu limité quand même dans la tradition martiale. C'est un peu étrange. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des galas tout le temps? Ça reste quand même assez intime, la boxe, même la boxe thaï en France, finalement. on n'est peut-être pas forcément un peuple comme ça de sport de combat. Quand tu regardes Johnny. Johnny nous dit l'inverse. Ah là là, genre Qui a tort? Eric doit sauter derrière. C'est Non, je suis Eric pas- de la je suis- Sablière. je suis pas- de je suis des pas- saltos Je arrière. suis pas. Non, je comprends ce qu'il veut dire par là, mais vous ne nous briserez pas. c'est- Vous ne On casserez va pas briser ce cette couple, cette là, ça menotte, marche. cette menotte, nos cette différences font notre force. Ok, et donc non, je pense que c'est c'est la pratique qui est proposée, le type de pratique des sports de combat et des arts martiaux, et le moyen de communication. Ok, peut-être qu'il touche qu'un certain public, et donc du coup, il ne se développe pas autant. Peut-être qu'il touche que certains groupes.
Et donc, on a cette impression-là. Maintenant... Oui, enfin, ce qui était défendu quand même, alors là, au niveau politique, c'était ce problème des frappes au Ah, sol. tu parles des frappes au sol. Mais vraiment, je voudrais juste essayer de comprendre, parce que c'est un ensemble en fait. Ça va J'ai avec. quelques idées et après je pourrais remonter dans des études. J'ai pensé souvent. Après je vais pas rentrer dans les détails de la lutte gréco-romaine qu'on a parlé et tout ça et l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Maintenant c'est vrai que pendant longtemps le travail au sol, ok, n'était l'habilité de pouvoir attaquer un adversaire. Je prends le problème dans l'autre sens. L'habilité d'être capable d'être offensif sur le dos contre un adversaire n'était pas connue du grand public. Du fait qu'elle ne soit pas connue du grand public, on se dit je peux pas attaquer quelqu'un qui est au-dessus de moi. En fait, si je suis sur le dos, je suis pas aussi offensif. Donc on se dit je peux pas défendre les frappes au sol. Voilà. Et donc ça crée une vision que la personne qui est sur le sol, elle est en situation d'infériorité. Mais pourquoi en France c'est un problème? Parce c'est ce qu'on que explique dans les autres pays. Parce que ça n'a pas été divulgué, ça n'a pas été promu, ça n'a pas été mis en avant. C'est juste que là, pendant longtemps, on a eu le pancrace et les frappes au sol étaient interdites. Donc c'est un bien, le pancrace était bien. Mais par contre, ça inclut, ok, dans les arts martiaux mixtes, oui, mais pas sans les frappes au sol. Donc Oui, ça ancré ça dans la tête des gens. Une différence, c'est que finalement ceux qui en avaient peur avaient raison. Alors que si très vite tu dis bon vas-y on y va, mais à la place de présenter ça comme un problème, on se dit, et ça je trouve que c'est assez français pour le coup, ok, il y a un problème, à la place d'interdire, on va se dire comment on peut répondre à ce problème-là. Comment on peut l'utiliser, tu vois, à la place de créer un barrage dans le fleuve, et ben on se dit comment on va pouvoir utiliser le courant. Et ben la même chose pour les frappes au sol. Comment on peut faire pour défendre? Est-ce qu'on peut défendre les frappes au sol? Est-ce qu'on peut faire que les frappes au sol peuvent être une introduction à, je sais pas, un triangle, à un renversement, une finalisation? C'est très technique comme ça. Mais si en plus tu démultiplies dans les médias le nombre de situations où des personnes arrivent à défendre les frappes au sol et à finaliser sur le dos, à renverser, etc., les gens ils vont se familiariser avec ça. Et donc après, ça va plus leur poser de problème. Par contre, si je te montre à chaque fois des images d'un mec, il peut pas défendre les frappes au sol, il fait marbrer au sol. Tu vas dire, c'est hyper dangereux. Tu vois, la même chose. C'est pareil pour la boxe ou les coudes. Si à chaque fois je te montre des images, dès qu'on rajoute les coudes, il y a un mec qui sort, il est mort. C'est pas du tout Donc le tu cas. penses qu'il y a eu un problème de médiatisation? D'éducation. Ouais, de connaissance D'éducation. aussi. Le sol, il est arrivé quand même assez tard en France et les instances qui étaient en charge, justement, les commissions, qui étaient des commissions avec les différents sports de combat, n'accueillaient pas de manière favorable parce que pour eux, comme le dit Johnny, il n'y avait pas de capacité non plus à pouvoir se défendre une fois dos au sol. Donc effectivement, c'est ces disciplines-là, mais même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des acteurs de certaines disciplines, que ce soit en boxe ou en pied-point, avec qui tu peux parler et qui disent « Ah, moi je comprends pas, une fois au sol, le combat est fini, etc. » Parce qu'en fait, là, il n'y a pas forcément cette connaissance aussi du sol et du fait que c'est pas parce que tu es sur le dos que tu es forcément en danger, même s'il y a frappe. Après, lors des commissions aussi, il y a eu un volet médical qui explique qu'une percussion donnée en sol, quand on est au sol, il y a moins de transfert, et comme il y a moins de transfert, la frappe est quand même moins forte, moins invasive qu'une percussion réalisée debout en plein contact en boxe anglaise. Et puis j'ai retenu ce que tu nous avais dit, c'est le principe du snatch, là, c'est ça, en fait, c'est la nuque en fait qui prend, on a l'impression, le cerveau et tout ça machin, mais le fait qu'on soit au sol, en fait, quelque part, la nuque est protégée en fait. Ouais, il y a une dispersion. Et après, j'ai vu pas mal d'études là-dessus, mais rien avec des doubles cabinets d'analyse et tout ça. Mais en tout cas, ouais, c'est dit. Et puis même, sans parler forcément de la différence de puissance, parce qu'à mon avis, c'est très contextuel. Le fait qu'une personne s'entraîne sur le dos, il y a des personnes qui sont comme Ryan Hall, Tony Ferguson, qui sont des spécialistes de contre-attaquer le système de frappe au sol. D'accord, il y a des systèmes, il y a une logique, il y a une stratégie. Il y a des gens qui se disent, j'attends qu'ils m'envoient un crochet large à partir de la garde fermée pour placer mon triangle ou mon renversement. D'accord, donc il y a vraiment un système. C'est pour faire une image, en boxe anglaise, si mon adversaire envoie un crochet, je peux esquiver et répondre de 4-5 manières différentes. Au sol, c'est exactement la même chose. Et en plus, l'adversaire a beaucoup moins de recul. J'ai tout mon corps qui défend, qui contrôle une partie du corps de l'adversaire. Il ne peut pas utiliser toute l'impulsion des hanches et toute l'inertie. D'accord ? Comme John Danaher disait, pourquoi en jiu-jitsu brésilien, on amène un adversaire au sol et on passe sa garde et on va dans son dos ? Parce que en amenant l'adversaire au sol, il a moins d'inertie qu'il peut créer par ses mouvements et donc moins de puissance. C'est pour ça qu'on passe ses jambes. Parce que les jambes, c'est une des parties les plus fortes. Si je passe ses jambes, je ne peux plus me frapper avec les jambes. Et ensuite, je travaille sur le haut du corps.
qui ont plus de mobilité mais moins de force. Donc, pour le MMA, c'est la même chose. Il y a des systèmes pour défendre les frappes au sol. Et plus on va créer une pédagogie autour de ça, une gestuelle, etc., plus les gens vont être familiarisés avec ça et vont défendre rapidement et ça va passer. Et n'oublions pas les arbitres. C'est-à-dire Ouais, qu'on est aussi voilà. dans un ensemble sécurisé, c'est la différence. C'est pour ça aussi que c'est un sport, hein, c'est ce qu'a rappelé Johnny au départ sur quels étaient les critères pour définir que c'était un sport. C'est effectivement, c'est réglementé. Et la formation des arbitres est aussi au cœur de nos préoccupations pour qu'on ait des gens qui puissent intervenir rapidement et de manière adaptée et proportionnée aussi. C'est assez difficile quand même d'arbitrer le MMA, j'ai l'impression. On se forme, on a Ahmed Korchi qui a été formé justement à travers les formations proposées par l'IMAF, par Marc Godard, qui a été combattant UFC et qui maintenant est référent, qui intervient aussi sur les UFC en qualité d'arbitre. Donc, c'est pas un processus rapide. Donc, C'est difficile, ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de sécurité à gérer, j'ai l'impression. Alors, le jiu-jitsu, c'est pas difficile non plus, c'est pas un système rapide. Ça veut dire que on peut pas demander aux gens d'être le lundi d'être ceinture blanche et d'être ceinture noire le dimanche. Donc en fait, le fait que ce soit long et progressif, ça en fait pas un système difficile. Donc en fait là, l'arbitrage c'est exactement pareil, c'est du cognitif, c'est de l'expérience, et donc on ne devient pas arbitre du jour au lendemain. Il va falloir voir beaucoup de combats, intervenir sur beaucoup de combats, parfois en tant que juge pour se faire l'œil, etc. Puis après parfois au centre, et puis comme ça aller dans des choses qui soient croissantes. Donc à mon sens c'est pas une difficulté. Par contre c'est pas quelque chose qu'on fait rapidement. Mais j'associe pas forcément la durée de formation avec la difficulté requise. Comment ça s'est passé? Parce qu'on a bien compris donc, que toi, tu étais pratiquant de MMA, donc tu savais un petit peu de quoi y retourner, de quoi on parlait, tout ça. Comment ça a été? Tout le monde voulait au sein de la FFB, tout le monde était OK pour accueillir le MMA, ou il y avait une espèce de réticence et il a fallu convaincre aussi certains acteurs de cette... Ça a été voté à 71%. Donc il y avait quand même des réticents. Je sais pas combien vous êtes à la FFB. Bah, là, en fait, c'est le bureau, en fait. C'est pas les adhérents okay. qui votent. Mais il y a le comité directeur qui a voté à 71%. Et après, la direction technique nationale a proposé le dossier en répondant à l'AMI. Donc, bien sûr, il peut y avoir des réticences en interne, même si ça a été plutôt bien accueilli. Après, charge à nous de constituer quelque chose qui soit solide et irréprochable, entre guillemets. Quelque chose qui soit propre et qui soit conforme aux attentes aussi de la fédération de boxe et à l'image qu'elle a. Et donc là, ça a commencé, en fait. Ça y est, c'est fait, non? Qu'est-ce qui est fait? Bah, la boxe, la fédération de boxe... Le MMA est légalisé aujourd'hui. Alors il y a un arrêté qui est sorti, donc effectivement on a la délégation, c'est-à-dire qu'on a une délégation de pouvoir du ministère pour dire qu'on peut encadrer l'activité, donc la fédération de boxe a la délégation, et on a demandé à structurer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer jusqu'en septembre pour que les gens puissent s'affilier à partir de septembre. D'accord. Mais en fait, les gens peuvent pas demain faire une compétition, si tu veux. Ah, ça n'a pas commencé encore vraiment, c'est septembre. Parce qu'on n'a pas d'arbitre, par exemple, parce qu'on a personne de formé. Donc en fait, mais c'est une bonne question, parce qu'on reçoit toutes les semaines des affiches avec marqué MMA en police 128. Parce qu'on avait... on entendait partout, oui... UFC en mars, Ares avant l'été, tout ça machin. Il y a Gandalf pour l'instant, qui crie, vous ne passerez il n'y a pas. rien. C'est comme ça. Il a changé Gandalf, quand même. Ah, il a changé. Et c'est toi qui gères ça? C'est lui Gandalf. Non, c'est les textes qui gèrent ça. Il y a des textes sur lesquels on s'appuie. Les textes sont issus d'une concertation, c'est-à-dire que le ministère nous a demandé aussi de quoi on avait besoin, combien de temps. Donc moi, j'utilise mon Johnny Frachet de référence. Comment vous avez fait l'appel l'un à l'autre? Comment ça s'est passé? Il t'a dit, parce que on va en parler un peu 2 secondes, mais c'est pas toi, on en avait parlé, je crois, tous les deux, qui a une méthode, qui a mis au point une méthode. Ouais, mais alors, ça, c'est intéressant. Reviens un petit peu vers moi. Pardon. J'ai envoyé un message à Lionel parce que j'ai appris que c'était lui qui travaillait à la fédération de boxe. Et là, vous étiez potes et tout ça. Et tout ça, ouais, on avait déjà une bonne connexion. On se connaissait pas si bien que ça, mais voilà, il y avait une connexion et tout. Et il m'a proposé, est-ce que tu veux m'aider un petit peu sur l'aspect technique, tout ça et tout. Et puis j'ai dit oui. Et puis j'essaie d'aider un maximum et sur un sujet qui me passionne. Et effectivement, j'avais ma méthode MMA Fusion que j'ai toujours d'ailleurs et que j'utilise
j'utilise, qui est une méthode d'enseignement pour le grand public de MMA. Et donc, j'avais déjà quelques outils, mais pas aussi précis que ce que lui, il utilise. C'est ça, vous vous êtes inspiré un petit peu alors de ce que Non, de ta j'utilise émission, ce que j'ai quoi. déjà fait Ouais, c'est ça. avant Mm. pour pouvoir répondre à des problématiques Ouais. qui me proposent, en fait, c'est ça. Et puis, en même temps, grâce à la connaissance du milieu fédéral et puis tous les outils qu'il peut utiliser, ça me permet d'organiser un petit peu mon savoir aussi et le préciser vers des objectifs spécifiques plus fédéraux, etc. et pour toute la France et tout. Et donc, c'est top. Après, moi, il me pose que quelques questions et puis j'essaie d'y répondre le mieux que je peux. En fait, c'est plus ça. Et voilà, le but, c'est de participer à la structuration du MMA en France pédagogiquement et peut-être après, voilà. Donc, c'est assez cool. C'est marrant, en fait, on a tous en tête le MMA, effectivement, les gros spectacles, les shows, machin, et là, on voit que, en fait, c'est du travail, c'est de la formation d'arbitre, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. Monter une fédération, c'est juste énormément de boulot, c'est juste apprendre à protéger les gens, on pense d'abord à la sécurité, on pense d'abord à... Mais tout simplement, voilà, à l'administratif et tout ça. Ça, les gens l'ont pas en tête, du tout, je pense. Ils C'est vrai, s'imaginent tout le monde se disait, ils vont faire beaucoup d'argent, l'UFC, imagine ce que ça va rapporter, après c'est ça ça. va être le pistolet à billets, tout ça. Mais en réalité, en fait, c'était juste une capacité de structuration. C'était juste... Mais en plus, l'UFC, enfin, je veux dire. C'est rébarbatif, merde, Non, ce mais- que tu fais au jour le jour, en fait. Ah non, Après, c'est chiant. Après, T'as un c'est boulot de passionnant. merde. T'as un C'est boulot de passionnant, merde. mais tu C'est gères ça. pas, tu gères pas le gros événement, tu gères pas le Mais truc, ça, en fait. Mais personne, En fait. déjà, alors. T'es méchant, hein. Faut tuer le mythe, mais en fait. Mais c'est si ça, on- c'est si important on que les fait gens entendent pas- que les gars, c'est pas... Finalement, la c'est pas le technique. kiff, quoi. Si tu fais de la technique, tu fais de la technique pendant des heures, c'est pas rigolo. Ce qui t'intéresse, c'est de tourner, c'est de driller, en fait. Ça Exact. t'amuse. Mais tu peux pas faire un drill correct si tu fais pas de technique. Donc, à un moment, faut que tu passes sur des phases comme ça où tu structures ton jeu, t'apprends des choses, etc. C'est ce qu'on est en train de faire. Bon, y a des gens que ça rebute. Nous, ça nous amuse beaucoup. Ouais. Voilà. On aime faire d'autres choses, mais on aime bien faire ça parce que après, si tu veux, la table sera bien mise et on pourra faire des choses. Mais l'UFC, attention, si on parle de l'UFC ou des grosses organisations, c'est une boîte privée. C'est-à-dire qu'eux, ils vont arriver, ils vont dérouler une carpette comme ça à Bercy, ils vont mettre une cage au milieu, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont refermer la carpette et ils vont repartir. La C'est-à-dire fédé ne que- touche rien du tout. Si, t'auras une réversion. C'est comme pour le foot, quand il y a du foot à la télé, tu as une réversion qui est faite à la Fédération française de foot, parce que c'est les droits télé ou parce que c'est des conventions, des accords financiers. Mais je veux dire, en soi, l'UFC, en gros, nous, on a défini... Vous y touchez pas, quoi. En fait, non, c'est un organisme, c'est un promoteur. Ouais, vous C'est-à-dire avez que... pas les mains dedans, quoi. non, c'est comme le Métamoris. Enfin, je veux dire, qui est-ce que le jiu-jitsu brésilien va vraiment toucher plus? Non, c'est le mec qui a monté le truc, qui va mettre ses billes dedans, qui a mis son oseille dedans, qui va vendre quelque chose, qui va récupérer de l'argent, qui va en tirer un profit. Si toi tu mets une taxe, parce que c'est une taxe fédérale en fait de je sais pas combien, il va poser la taxe fédérale et il va quitter la pièce. En fait, ça y est, l'histoire elle est terminée. Pourtant, il a utilisé, c'est pas ton activité, c'est pas toi, t'as pas de copyright sur la MMA. Toi, par contre, t'es là pour faire en sorte que, si tu veux, ça se passe bien, que ce qui se passe soit conforme au réglementaire, que, comme tu dis, on protège l'intégrité des combattants. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut qu'on ait bien sélectionné les combattants pour pas avoir des combats déséquilibrés, etc. etc. En fait, tu es là pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais l'activité, on n'en est pas propriétaire, en fait, en soi. Dans un an, peut-être que ce sera repoussé Je reviens, d'un an de séparation. L'enfant partira des jupes de la non, maman. pas dans un an. C'est-à-dire que là, en fait, une délégation, c'est une durée olympique, c'est 4 ans. Donc là, on est toujours dans la délégation des Jeux de Tokyo. Après Tokyo, on va passer dans une nouvelle délégation et toutes les fédérations doivent faire la même chose. Le ministère va déterminer si elles ont toujours la fédération. C'est-à-dire que si toi, tu as la fédération de Bill Bucket, tu as la discipline de Bill Bucket, et ben tous les 4 ans, on se demande si tu peux, toi, le faire. Mais donc dans 4 ans, oui, d'accord, mais tu nous avais dit qu'après, en gros, votre but c'était de donner la liberté à la fédération de MMA, à la Donc- fédération française de Donc MMA. là, on va finir cette délégation et ensuite, on va repartir sur une délégation de 4 ans si le ministère nous accorde sa confiance à la fin de Toujours l'année. à la boxe. Oui. Voilà, d'accord, ok. Oui. D'accord, donc toi tu... D'accord, ok. Ma Voilà. question était, est-ce que finalement le bébé vole de ses propres ailes? À la fin de l'année? Oui. Ah mais non, parce qu'en fait là on est qu'au début. Là même si nous on détermine ce qu'il faut faire, on a une architecture, on a des guidelines, on sait vers où on veut aller. C'est pas dit qu'en octobre la machine, il y a une inertie, elle va D'accord. mettre du temps, tu vois, il faut organiser les sessions dans les régions, il faut recenser tous les acteurs, il faut constituer cette base pédagogique, il faut mettre en place des routines pour que les gens se forment régulièrement, il va falloir mettre à jour les contenus de formation, il va falloir, tu vois, il va falloir former les arbitres. Et les arbitres, comme on a dit que ça se faisait pas en 2 jours, il va falloir qu'on ait une sorte de référentiel qui dit que le type il a fait tant de combats sur cette classe-là, donc il peut aller sur celle-ci.
aussi. Il va falloir organiser les coupes régionales vont amener aux coupes nationales, les coupes nationales vont amener aux sélections, les sélections vont permettre de participer sur les choses IMAF, etc. En fait, c'est ce que je te dis, le pratiquant, il arrive, il pose son truc, il tourne, il est content, il s'en va, il rentre, mais en fait, derrière, pour que ça se passe bien et qu'il puisse faire tout ça, il y a énormément de choses. Et le monde fédéral est peu ou pas connu. Mais c'est tout à fait logique. Ça a été très politique. Tu as passé beaucoup de temps avec. Alors parce que Très bonne question, T'as Jérémy. commencé. Merci beaucoup. Tu as commencé avec Laura Flessel. Tu nous en parlais. Moi, j'y étais pas encore. Moi, je suis arrivé en mars. En fait, pour intégrer la. Donc directement avec fédération- Oksana Maracianou. Voilà. Maracineanu. Très bien. En fait, pour intégrer la fédération de boxe, j'ai passé un concours, qui est le concours de professeur de sport, en 2018. Donc, je suis lauréat du concours, ce qui m'a permis d'intégrer la fédération de boxe en tant que cadre d'État. Et après, moi, je suis arrivé en mars 2019. Donc, j'ai eu le concours en juin 2018. J'ai intégré la fédération en mars 2019. Et le dossier de l'AMI est arrivé sur les bureaux en juillet 2019. D'accord. Donc après, on a constitué le dossier, comme on le disait. Ah, t'as retroussé tes manches tout de suite en fait. Oui, j'avais d'autres trucs à faire. Et puis après, ça s'est arrivé. Donc on m'a dit, fais ça, ça a l'air intéressant. Donc après, ils savaient que moi, je venais de c'est cet ça. environnement-là. Donc ça a permis aussi d'aborder le dossier peut-être un peu plus rapidement, avec des contacts un peu plus rapides et puis une vision déjà un peu plus claire. Et alors donc comment ça a été? Est-ce Ouais. qu'il y a eu des réunions autour de table avec devoir convaincre cette ministre des Sports Non, pas du tout. du besoin. Des petits coups bas, genre lui c'est mon pote, t'as vu? Parce que c'est ce que les gens s'imaginent encore Ouais. une fois. La question de Jérémy était est-ce que c'était très politique? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que ça s'est géré à base de dîner dans les grands restos et vas-y, tu feras ça, je te rendrai la période là. Avec des gens qui agissent dans l'ombre, Et et des un caps, nouvel ordre voilà, mondial. et des caps, c'est ça. Voilà, Pour exactement. ce Est-ce que vous avez parlé du coronavirus à l'époque? Exactement. On va mettre le coronavirus, ça Pour nous faire aidera. passer les au retraites. combat. Oui, Ça c'est nous ça. aide- Oui, Est-ce qu'il y avait tout ça? Non mais. oui. Ouais, ok, Oui, il y avait- voilà, il l'a dit. Il y avait Il tout l'a ça. dit. Il y avait tout ça. Il y avait des sols aussi qui se retournent et il y a C'est une ça, voiture. c'est ça. Avec une voiture. Indiana Jones Ouais, arrive. il y avait ça. On a vu des trucs. Bah en fait c'est triste ce qu'on va C'est dire. chiant, la politique, C'est en la fait. deuxième partie outre ce qu'on a dit sur le fait de faire des règles. En fait il y a rien eu de tout ça. C'est-à-dire que C'est il y chiant. a le mec. eu. En fait, c'est chiant la politique. Mais En tu fait- nous mens, tu fais partie du truc. Bah non parce que Ouais. regarde quand T'es un franc-mac. quand l'équipe Je a- sais. T'es un mouton. quand l'équipe a fait le sondage justement le sondage sur quelle fédération, la boxe a récolté 6%. Ça veut dire que l'équipe a fait un sondage et les gens ont mis majoritairement FFKMDA, etc. Donc la boxe 6%. Ce qui fait que dès le début, la candidature de la boxe, elle n'a pas du tout été prise au sérieux. Les gens ont dit mais ils n'ont rien à voir avec le truc. Ouais. Comme l'a dit Johnny, ils sont pas du tout proches de l'activité, ils sont pas sur 3 dimensions, c'est n'importe quoi, ils l'auront pas. Et en fait, personne nous a calculé en fait. Donc ça a été assez cool de faire le dossier puisque finalement Personne vous attendait. personne nous attendait. Et ce qui explique pourquoi ça a cristallisé autant d'interrogations une fois que ça a été obtenu. Parce que personne ne s'est posé la question, mais finalement sur quoi ils ont été évalués. Mais tout le monde dit que c'est pas convenable qu'on ait été reçus. Après, on a juste eu quelques réunions, 2 réunions au ministère. Pour dire, bon bah voilà, maintenant c'est vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Après il y a eu la conférence de presse, après on s'est revu sur le principe de délégation en disant qu'il fallait qu'on soit la seule fédération à pouvoir autoriser cette pratique avec frappe au sol, et puis c'est tout. Il y a eu en fait que... 2 réunions. Bah oui. C'est ça le groupe d'influence, le Ouais. lobby de la boxe, c'est la Ah, présentation. ouais, 2 réunions. Une réunion de 10 minutes avant la conférence de presse, et D'accord. puis une autre réunion de 45 minutes après. Vous avez eu des soutenances de dossier quand même. On a eu une fois qu'on a rempli la EMI, qui est, comme je le disais, une sorte de gros appel d'offres, Voilà. on a fait ce dossier là de 90 pages. et ensuite- Qu'on remplit toutes les fédérations Oui. qui ont posé candidature. Ouais, on Donc- avait tous le même Voilà, squelette, donc- la même trame, la même architecture. Et donc ça, tout le monde a déposé, Oui. et vous avez présenté ça en comité, j'imagine, face au ministère. On est passé, donc le ministère exprès n'était pas présent, donc il y avait ce qu'on appelle la direction des sports, qui est un organe du ministère, qui lui était au fond de la pièce en qualité d'observateur, qui avait lu le dossier mais qui ne pouvait pas se prononcer. Donc, c'est D'accord. pas la direction des sports qui s'est prononcée. Ce qui s'est prononcé, ce sont des gens extérieurs au ministère des Sports, en l'occurrence un conseiller d'État, un préfet, un médecin, des membres du CNOSF, juristes, avocats, 2 sportifs de haut niveau, Tévisset et Taylor Lapillus, et un agrégé de PS. Et donc ces gens-là, on est passé devant eux pendant 30 minutes, on a présenté le dossier, et à l'issue de ça, on est sorti, ensuite le karaté est arrivé, il a soutenu, et ainsi de suite, pendant 2 jours, les groupes se sont succédés. Et là, ils se sont concertés entre eux, ils ont dit Oui. c'est vous. C'est ça. Voilà. Les plus structurés en fait. Bah, il y a aussi le fait qu'on est la seule fédération de sport de combat ou sport de contact à proposer une ligue professionnelle.
Je pense que c'est ça ce qui a qu'on fait la se disait, différence, on en avait hein. parlé. Merci, Mais- bravo. Bah, et la formation et tout ça. Non, ça c'est nul. Ah, Non, et puis là, depuis tout à l'heure, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. L'oseille Bref, que vous avez rapporté l'autre. grâce aux gros événements. Non, mais la Ligue Pro, c'est pareil, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'une Ligue Pro? En fait, en sport de combat, c'est assez mal compris ou mal perçu. Mais Oui. c'est très bien compris pour le foot. On sait très bien ce qu'est la Ligue Pro de foot ou la Ligue Pro de basket. Bah, le but du jeu, c'est d'avoir la même chose avec des athlètes de MMA. Ils ont pas ça, la FFK-MDA, donc le pied-point. Non, ils ont un statut pro qui veut dire promotionnel et pas professionnel. Ah, j'ai aucune idée de la différence, mais d'accord, il en Bah, existe dans une. un cas, tu es un professionnel. C'est-à-dire que c'est ton métier, tu peux être rémunéré. T'as la Athlète de haut couverture. niveau. Non, ça c'est autre chose. L'athlète de haut niveau, Ok. généralement, c'est sur l'amateur. En fait, par exemple, tu vois, si tu regardes en boxe, Putain. aux Jeux Olympiques, jusqu'à Rio, c'était uniquement des amateurs. Oui, Donc ils font du haut niveau, mais Mhm. ce sont des amateurs. Donc D'accord. en fait, ton niveau de pratique ne détermine pas si tu es un professionnel ou un amateur. Tu peux d'accord. faire du haut niveau en tant qu'amateur Ouais, ou bien du haut sûr. niveau en tant que professionnel. Ouais, d'ailleurs, les JO sont censés être pour les amateurs. Voilà, là il n'y a que depuis 2016 où ils ont rajouté les professionnels et c'est pour ça qu'il n'y a plus de casque. Et désormais en boxe, tu as les professionnels et les amateurs qui se rencontrent. Mais tous les deux font du haut niveau. Donc en fait, là, par rapport à d'autres fédérations, nous on avait le statut pro, parce qu'on Mhm. a une ligue pro, et on a aussi le statut sportif de haut niveau. Et on est la seule fédération à avoir les deux. Donc c'est ce que j'allais dire, en fait, quelque part, le plus de la Fédé de boxe, en fait, c'est que ça proposait une protection alors, plus sociale. En Bah, fait, le c'est but. ça. Bah, le but, c'est ça. C'est-à-dire que, mine de rien, c'est la structuration, ça passe aussi par là. Il y avait Bah une ouais. des questions, c'était sur ce qu'on appelle le suivi socio-professionnel. Ah bah ouais, voilà, Finalement, exactement. qu'est-ce c'est qu'ils ça. deviennent, comment ils sont protégés, quel est l'environnement médical, qu'est-ce qu'ils ont autour pour que nos athlètes professionnels puissent. Il y a un après la compétition. Voilà, quoi. en gros, le gars, il fait sa compétition, il a fait que du promotionnel toute sa vie, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui lui reste? S'il a fait ses 20 combats, il a combattu en France et tout ça, à l'étranger, c'est qui? Pour l'État, c'est quoi? Ça correspond à rien du tout. Donc s'il y a un parcours derrière, s'il y a un cursus, là, ça demande une grosse organisation, mais c'est un sacré respect du travail qui a été effectué par l'athlète. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que comment proposer un produit si tu sais pas comment il est fabriqué, comment l'expliquer. Je veux dire par là les frappes au sol. Si tu sais pas enseigner les frappes au sol de manière éducative, pédagogique, comment le mettre dans ta discipline? Ah, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le principe de Non mais, exactement. je vois quel module d'enseignement de formation était proposé jusqu'à maintenant pour les frappes au sol? Comment, comment tu as appris à apprendre à enseigner les frappes au sol ou le travail contre la cage à tes formateurs? Tu as appris ça où? Ah non, j'ai regardé sur YouTube. Ok, Donc super. comment t'as compris ce que je veux dire? Ouais, Vous ok, voyez ce que je veux ouais. dire? Donc c'est vraiment important d'avoir une fédération qui propose ce cursus-là. Parce que c'est les particularités du MMA très quand clair. même. Donc moi je pense que là, le travail qui est fait maintenant est hyper important. Et c'est même le plus important. D'accord? Et c'était un point que je voulais mettre en avant. Dans 10-15 ans, a priori, ce sera devenu probablement un Ça sport sera comme les lissé, autres. bien sûr. Un sport comme les autres, voilà, ça va démarrer plus tard et puis tout le monde pourra le pratiquer. Ce sera pas dangereux. Il y aura des bons arbitres qui auraient été formés à partir de 2020. Il y aura tout ça, mais là il y a tout à faire. Ouais. Il y a tout à faire. Vous pensez qu'un jour ça arrivera au JO? Le MMA? Ça deviendra olympique? Moi, je suis pas certain. Pourquoi? Faut pas oublier Moi, ce qui m'intrigue là-dessus, c'est le caractère visuel de la chose. C'est-à-dire que les JO, ils sont posés aussi la question sur certains sports. Ils sont posés la question sur la lutte à un moment. Et même sur la boxe, On comment sait tu qu'on- répètes plusieurs fois dans la même semaine des combats de MMA? Enfin, si on prend plein la tronche c'est comme pas ça, faux, c'est ça. chaud quand même. C'est hein. quoi, c'est 4 semaines les JO? Bah oui, mais ça veut dire que tu enchaînerais quoi, 4 combats de MMA? Je crois que la Tu vas faire fédération tu vas faire de... une semaine, tu vas faire une semaine. Mais c'est ce qu'on a sur les tournois IMAF. Hein. Un combat par jour. Oui, avec des protections. pendant Ouais, cinq mais jours. avec des protections. Protection aux jambes. Et t'as des gants Et un peu pas à plus la gros, tête. mais pas de casque, non. Ah bah donc voilà, c'est possible. Donc ce serait possible. Le C'est MMA... possible, mais visuellement, si tu veux, si t'es blessé en début de tournoi, c'est assez compliqué à partir de mi-tournoi, fin Ouais, tournoi. une On est sur des ouverture, rounds de 5 minutes, et pendant les rounds de 5 minutes, il n'y a pas d'intervention du cutman ni du médecin. Donc ça veut dire que si tu as une coupure à la C'est première fini. minute, non, c'est-à-dire que tu vas saigner pendant 4 minutes. Non, Donc non. visuellement, c'est des choses qui seront assez, à mon sens, assez compliquées à Ça, c'est soutenir. les règles IMAF.
c'est les règles générales, les règles de MMA unifiées. Quand Ah oui, ils t'as arrêtent les combats, ouais. quand t'as une coupure, il y a pas de. Si t'es coupé, t'es pas arrêté. Il faut vraiment que ce soit une coupure vraiment invalidante pour que tu sois arrêté. C'est-à-dire Mais que y a- la peau tombe devant l'œil ou un truc comme ça. Non, mais quoi. que c'est vraiment ça, quelque tu chose le de sens. très Ça, grand, c'est que ça. t'es un jet artériel, ou Ouais, c'est etc. ça, c'est ça. Là, à ce moment-là, on arrête. Mais Mais là, c'est fin par du exemple, combat. Hein. oui, dès que le médecin rentre, de toute manière, ça veut dire que le combat est terminé. Il y a pas la seule intervention, ce sera ça. Il y a deux personnes qui peuvent intervenir, l'arbitre et le médecin. Mais si le médecin juge que il rentre, ça y est, le combat il est terminé. Et par contre, t'as une plaie au cuir chevelu, ouais. c'est pas douloureux en soi, c'est pas plus invasif que soi, Mais ça mais pisse le visuellement, sang, ouais. mais voilà, Mais ça visuellement pisse le c'est sang, assez ouais. compliqué. Donc après, comme on va faire avec cette pratique-là au JO, je suis pas sûr que ce soit visuellement très olympique. Les coudes sont pas protégés, mais les tibias le sont. Oui, mais en amateur, il n'y a pas de Il coude. n'y a pas de coude. Ok. C'est la distinction qu'on a mis aussi avec Johnny dans notre réflexion, c'est que le professionnel, c'est vraiment un statut particulier, et pour le coup, on coude sur les pros. Donc là, tu viens de dire, c'est qu'on a mis avec Johnny. C'est vraiment vous deux qui. Alors j'imagine qu'il y a peut-être une autre personne. Pourquoi tu rigoles qui, Vraiment, bah, c'est crétin, là, c'est ça que tu dis. c'est vous deux qui, aujourd'hui, si quelqu'un veut rajouter une règle ou discuter une règle, machin, c'est un de vous deux qu'il faut qu'il faut aller voir et Non, lui parce dire qu'après, j'aimerais on va aller comprendre beaucoup. pourquoi pas les coudes, machin. C'est vous aujourd'hui Non, qui après, mettez ça en place. Nous, on va vas faire leur attirer des Attends, ennuis. enfin, c'est beau quoi. Non, Je mais veux dire, non, ils sont là, on- ils sont chez on, Cassel fait FM, mon pote. on détermine le cadre en fait. Le cadre, il pourra être soumis à réflexion. C'est-à-dire Bien que sûr. si, en atelier, comme on a dit dans les ateliers, Johnny pourra nous l'expliquer, mais dans les ateliers, on va poser la question. Enfin, la question d'écoute, si elle arrive, ça sera soumis, et puis les groupes de travail, plus il y a de groupes de travail, plus il y a de réflexion. D'accord. Plus il y a de réflexion, plus on aura quelque chose qui est proche des besoins des gens. S'il y a un seul groupe de travail, ça, comme nous on est là actuellement, c'est pas du tout intéressant. Donc en fait, le but du jeu, c'est d'avoir des émergences comme ça, et puis si il apparaît que les questions, mais les questions, nous, globalement, on connaît le milieu aussi, donc on prend pas des choses qui sont vraiment à l'encontre de tout ça, en fait. Le but du jeu, c'est de partir de quelque chose, de partir d'un cadre assez précis, et on gagne un peu de temps en définissant déjà une base de travail, et ensuite de définir une nomenclature et un langage un peu technique commun. Comme ça, si toi tu as une vision de l'enseignement du double leg à partir après un jab, et moi j'ai une autre vision, comme on utilise à peu près les mêmes mots, on va pouvoir s'entendre dessus et trouver des ponts. Et ça va être super enrichissant pour le paysage des pratiquants de MMA français, mais aussi ça va permettre de prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la connaissance des intervenants qui vont venir. Donc ça va être vraiment des ateliers passionnants. Et nous, on vient pas là pour faire une dictature. Non, vous allez faire ça. Le système, c'est ça. Non, la ligne, c'est en tout cas techniquement, hein, on commence par ça, et puis après, en fonction du travail de chacun, à une analyse des propositions qui sont cohérentes et tout, récurrentes, et après peut-être une adaptation du cursus qui a été fait. Là, c'est juste pour partir d'une base, c'est principalement pour partir d'une base de travail qui soit cohérente et commencer à avancer avec ça, en utilisant ensuite l'expérience de tous les gens qui vont vouloir participer à ces ateliers. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans d'autres disciplines. Ça va vraiment être fantastique d'avoir Daniel Vorin, Fernand Lopez et tout ça. Moi, franchement, c'est un kiff de les voir et juste regarder, écouter. Ça va être le top du top. Voir là et puis de voir comment ils vont enseigner. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est la performance, mais aussi, quand je dis le bas de la pyramide, l'autre sphère, c'est le pratiquant, le mec qui veut aller, qui est avocat et qui veut être très très fort en MMA, avoir un lifestyle MMA comme on a en jiu-jitsu brésilien en grappling là, tu vois, mais il a pas envie de se prendre des parpaings dans la tête, pas avoir envie de commotion, mais en faire toute sa vie. Là, c'est moi que tu viens de décrire. Imagine, t'as envie de T'as kiffer- envie d'être fort, mais J'ai t'as pas pas envie envie d'avoir d'avoir mal. des T'as envie de kiffer ta race avec le MMA toute ta life jusqu'à 70 ans. Oui, j'ai envie de kiffer Et ma donc, race. t'as envie qu'il y ait... Non, mais t'as envie il faut qu'il y ait un enseignement qui te convienne. Et qu'il y ait un Exactement. cursus et tu puisses voir devant toi. Et ben la fédération, le cursus, c'est ça. Littéralement, c'est ça. C'est ce qu'on veut proposer. Et que aussi, tu aies différents coachs qui puissent s'adapter à différents langages, de méthodes de communication et d'enseignement spécifiques à chaque personne. Tu vois ? Et ça va être chouette. En gros, comme il dit, que ça soit des slashers. Il dit ça, Lionel. Le gars, il puisse aller le matin dans une école, enseigner le MMA. L'après-midi, il peut aller dans un club privé, je sais pas, au but de Chaumont ou là à Saint-Mandé. Et puis après, il va à Argenteuil et tout. C'est le Là, top c'est du toi top. que tu viens de décrire. Là. Non, c'est pas, c'est moi, mais c'est aussi plein d'autres coachs qui Bien sont pas sûr, connus et évidemment. qui peuvent faire ça. Et donc ça va être, c'est super en fait ce travail-là, les implications
elles sont vraiment hyper intéressantes. Et c'est pas pour créer une dictature, dire on est là et vous suivez. Non, non, non. Au contraire, c'est là, on a commencé, le travail il a été fait, allez-y, exprimez-vous. Là, on va sublimer votre travail que vous avez fait pendant toutes ces années et qui n'a jamais été reconnu vraiment. Tu vois ça, Johnny, toi qui a consacré ta vie à ce sport-là, vraiment, tu vois ça comme une libération, tu vois ça comme je vais pas dire un remerciement parce que c'était pas adressé à toi, mais tu vois ça un peu comme une libération, tu vois ça comme une bouffée d'air, tu respires enfin. Franchement, je trouve que j'ai de la chance parce que qui m'ait demandé ça, moi je kiffe de ouf. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, participer, mettre ce qu'il y a dans ma tête à l'écrit et le mettre sous forme de tableau et de caractéristiques. Je savais même pas ce que c'était avant, il m'a montré ce que c'était et pouvoir en faire bénéficier au grand nombre. Tu sais. Je parle vraiment pour toi personnellement par rapport au MMA. Est-ce que tu te dis enfin aujourd'hui je peux en parler normalement parce que tu es coach dans comment on appelle ça, une salle assez comment on appelle ça, excusez-moi, j'ai pas mes mots, assez chic, bah, voilà, en fait, un truc un peu chic. Est-ce que tu quelque part avec tout ça, avec ce travail tu retrouves, avant il y avait un côté un peu cave, tu vois, dans le MMA, c'était un truc dont on parlait pas vraiment, il y avait un truc un peu comme ça. Est-ce que ça tu trouves une espèce d'assise un petit peu plus importante aujourd'hui grâce à tout ce travail que va faire la Fédération française de boxe? Voilà, une assise c'est bien, un support en tout cas, mais moi j'ai toujours présenté le MMA comme un moyen de développement personnel, mais aussi comme un lifestyle, comme un chemin une passion aussi, une passion. Et là maintenant qu'on soit soutenu par l'État, autant à l'état personnel qu'à l'état étatique, au niveau étatique je veux dire, on est soutenu, on peut plus dire c'est un truc de cassos quoi, tu vois. Après non mais c'est vrai, de mecs super violents. T'as raison. De mecs super violents, faut le proposer à tout le monde. D'accord, cette discipline, elle est super cool, hyper complexe et en même temps, on peut la proposer de manière très simple à tout le monde. En gros, t'as pas beaucoup besoin de matériel, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde peut faire du MMA, mais on peut le proposer à tous les publics de manière efficace et maintenant avec un outil fédéral, d'accord, un appareillage fédéral efficace sur toute la France. D'accord, j'ai appris le maillage, le terme maillage que j'ai appris quand j'ai passé mon BPGEPS. Et ben maintenant, je l'utilise. Imagine, le mec qui est... moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'habitais à Pouzy-Mésangy. Donc, s'il y a des gens qui écoutent là, je viens de Pouzy-Mésangy. Excuse-moi, tu es donc un Pouzy-Mésangien. Non, pendant 3-4 ans, j'habitais là-bas, dans l'Allier. Dans un endroit, il y avait que des... Tu sais, c'était la Comté. C'est un poussin. Tu sais, c'était la Comté. C'est un endroit de hobbit, tu vois. T'es pas très grand toi-même. Ouais, moi, je me sens très bien avec ça. Avec Johnny, quand même. Et donc... Bon, il a pas les pieds poilus, entre non. Et donc là-bas, le mec, il va pouvoir, les coachs, les cours, ils vont pouvoir avoir un bagage, les moyens de mettre en place une section efficacement. C'est ouf. C'est oufissime. Alors qu'avant, il fallait se débrouiller. Avant, il fallait que tu dépendes d'une grosse écurie. Et puis, t'étais un outlaw, quoi. T'étais un hors-la-loi, quoi. Limite, ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà. Et donc là, tu vas pouvoir aller voir ta mairie, faire un projet, dire voilà, moi je veux un club de MMA. Je veux une salle. Et ils vont plus te dire non, tu n'utilises pas, parce qu'avant c'était ça. Hein. Bah bien sûr. Tu mets pas le mot MMA. Moi, on me l'a fait. Hein. Bah, je me souviens, j'avais Mass Team. C'était la première association que j'ai montée, j'avais 18 ans, un truc comme ça. Je n'avais pas le droit de mettre le terme MMA dedans. Ça, c'est vrai. Hein. Et le maire, il m'a dit non. On t'aide, mais pas de mot MMA. Tu vois. Et là, tu vas pouvoir faire Aujourd'hui, ils n'auront pas le choix de d'accepter, par exemple, Johnny va dans la comté Ouais. et va voir le maire de Pouzy-Ménangien Non. et il lui dit je veux faire un truc, et il dit non moi je veux pas de MMA ici. Non, après, ce qu'il va falloir faire évoluer, c'est les mentalités. Après, c'est ce que j'allais dire, c'est pas gagné quand même. Si la mairie te dit non, en fait, c'est à toi de convaincre la mairie, donc par rapport à justement un soutien fédéral et puis à la proposition et puis au sérieux de ce qui est proposé, au fait que tu puisses prouver que justement tu es formé, que tu sais encadrer, que l'intégrité elle est pas entamée. À ce moment-là, voilà, il faudra amener. De toute façon, il va faire changer les mentalités. Après, il y a un autre truc qui est pas très drôle, mais il faut en parler aussi. Mais le fait de pouvoir faire ça, en fait, on cherche pas à former une élite compétitive essentiellement, parce que la compétition, les compétiteurs, c'est 10% des publics. C'est-à-dire que le reste, les 90%, c'est de la pratique loisir. La pratique loisir, on la retrouve, nous, dans les centres urbains, parce qu'on est sur Paris, on est content, mais il faut penser aux Pouzy-Mésangiens. Voilà. Il faut penser à ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la première fois que le nom de ce village sera dans un podcast. Donc ça veut dire qu'il est prononcé en dehors du village, je pense. Ça veut dire qu'il faut
il faut que cette pratique, la pratique sportive, c'est un vecteur social. C'est-à-dire que le ministère, ce qu'il attend de nous, c'est de pouvoir faire de la cohésion. On fait de la cohésion avec l'activité sportive. Donc ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, mais on a aussi les ZRR, les zones de revitalisation rurale. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où, en fait, ça se trouve, les types, ils adorent ça. Ils aiment le MMA, il n'y a pas d'activité aux alentours. Il y a une salle communale ou municipale, viens, on fait une activité. Ça permet de dynamiser le territoire, de rassembler des gens qui vont avoir une pratique sportive, et puis tu crées du lien, et puis ça crée du lien avec, etc., etc., etc. Et en fait, le ministère, lui, comment il perçoit l'activité? Le ministère, que ce soit du billboquet ou du MMA, pour lui, c'est la même chose, en fait. Lui, ce qu'il voit, c'est le lien social, c'est comment on va désenclaver, comment on va proposer une activité, comment finalement les gens vont faire quelque chose, comment finalement même quelqu'un qui vient à cette activité peut passer des diplômes, et peut-être même un diplôme professionnel, donc peut-être même en vivre, donc peut-être même créer un emploi. Et en fait, c'est toute cette perspective-là qui est attendue. Et en fait, c'est vrai qu'on en a quand même pas mal parlé, on parle de l'aspect compétitif et tout, hein, mais en fait, au-delà de ça, il y a des tas d'autres choses. On a peut-être des gens qui iront jamais plus loin que la ceinture bleue ou la ceinture verte, mais qui vont s'éclater déjà jusqu'à la ceinture verte. Ah, vous avez mis en place des ceintures pour le MMA? Ouais, on a mis des grades, ouais. On peut savoir? Non, tu peux pas savoir. Ah, vas-y, toi, s'il te non. plaît. Toi, tu Ah, peux. non, Alors, parce que toi, dis-le, t'auras rien. Jérémy. Moi, Non, fais ça. Ah, j'appuie. Que les gens qui ont des barbes peuvent savoir. Écoutez, je suis au max, là, je me suis pas rasé depuis une semaine, les mecs. Et moi, j'ai des cheveux, les mecs, hein. Les cheveux, c'est nul. Ouais, c'est la barbe en 2020. C'est surfait, les cheveux. Si tu n'as pas l'école. Moi, j'ai les cheveux, j'ai un peu végétal. Non, bien sûr, on a découpé la pratique en techniques, et puis on va poser les techniques en fonction de leur technicité par rapport à des grades. Comme vraiment on va parler de choses encore moins intéressantes, on s'oriente aussi sur ce qu'on appelle le DLTA, le développement à long terme de l'athlète. Ce qui fait qu'un enfant de 5-6 ans, on sait qu'il est capable de lancer ou d'attraper, qu'à 7-8 ans, il est capable de faire ça. Et en fait, à partir des qualités motrices d'un enfant, parce que ça c'est la maturité du cervelet, on sait qu'il y a des choses, ça sert à rien. Il ne pourra pas le faire, il n'a pas la précision, ou il n'a pas l'acuité nécessaire. Donc ça veut dire que notre référentiel technique, il s'appuie là-dessus. Mais ce que le judo a fait, ce que le karaté a fait, on n'a rien inventé en fait. C'est-à-dire que toutes ces disciplines-là, aujourd'hui, elles sont établies, elles savent très bien enseigner, elles ont une belle progressivité, ce qui va, après, on l'a dit, ça va créer une belle élite, on le voit. Mais pourquoi on a une belle élite? C'est parce qu'au départ, on a fait les choses dans le bon ordre, etc. C'est-à-dire prendre les gens et les faire pratiquer sans niveau, tout le monde dans le même panier, et puis le plus fort survit. Ça forme une forme d'élite aussi, mais c'est pas le but. Comme on a dit, le but c'est de présenter l'activité et que ce soit perçu comme une activité sportive, pour que justement n'importe quelle maire de n'importe quel village se dise que ce soit du MMA ou autre chose, finalement ça change pas grand chose en fait. Je pense que vous nous aurez bien comment on dit, enlevé la poudre aux yeux pour nous raconter la réalité du terrain, parce que en fait c'est bon, a priori, on a bien compris, il n'y a pas eu d'échange Illuminati dans les ministères, ça a juste été une présentation d'un dossier de 90 pages pendant 30 minutes. Voilà, c'est ça. Et tout le travail fédéral administratif, effectivement, c'est assez loin de l'univers de l'UFC, des ring girls. Et des pistolets à billets. En fait, tu le fais très clairement par passion. En fait, tu le fais pas par besoin ou pour ce que ça te rapportera. Toi, tu le fais parce que c'était quelque chose qui te plaisait à la base. Sa vie quand même. Je pense qu'il fait de l'oseille. Mon pote, c'est un ninja. On casse encore les mythes. Vas-y, allez. Je suis pas payé, ma gueule. Je suis pas payé, ma gueule. Non, moi, comme j'ai passé le concours, en fait, moi, je suis cadre d'État. Donc, en fait, je suis un agent public mis à disposition de la fédération. Et ça sent les millions là. La chance que j'ai, c'est de pouvoir être sur un sujet qui m'intéresse, avec des interlocuteurs avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler aussi. Justement, pour plus ou moins finir avec ça, parce qu'on sait que tu dois aller quelque part, on va en parler après. On veut vous proposer son aide. On veut vous proposer notre aide. Oui, on veut vous proposer notre aide. On veut vous présenter des gens qui connaissent des gens. On veut vous présenter des régions qui ont envie de bouger. On savait pas comment faire. On savait pas qui joindre. Comment est-ce qu'on fait? On s'adresse à Johnny Fraché. On s'adresse à toi, Lionel. Comment est-ce que ça se passe? Tout ça. Comment ça marche? Tu fais le 99. Non, la ligne c'est payant, la ligne est payante. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. En fait, on propose des trucs super et les gens nous appellent. On a repris le numéro du Père Noël, 36 69 69. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est dit, on pourra faire Tu te rappelles la ligne des cadeaux? Voilà. C'est comme ça qu'on voulait faire de l'oseille en fait. En fait, on n'a rien fait du tout. On a juste fait un teaser de ouf.
Et les gens se disent ah mais je veux participer, ils appellent, T'inquiète. une 15 fois, € deux la fois. minute. Voilà, c'est ça. Et c'est tout. Donc en fait ça marchera qu'une fois, donc jusqu'à la fin de la C'est délégation. à la Swagman, Et c'est après, ça, c'est- le principe de exactement. ouais, c'est fini. C'est les trucs pyramidaux là. Donc en fait non, comment ça fonctionne, c'est que Pyramidal. à la fin mars, fin mars, on va présenter la vision du MMA. Dans ce qu'on a appelé les assises. Donc avant que tout le monde ait le nez qui coule, on s'était dit qu'on allait faire une assemblée, que les gens pouvaient venir. Là, ça commence à être compromis. Donc ce sera probablement fait sous la forme d'un live. Et on va présenter la vision et les gens pourront intervenir. Donc il y aura des temps de présentation et des temps de questions. Présentation, question, présentation, question. À l'issue de ça, les gens pourront remplir un petit formulaire. Et ils vont renvoyer ce formulaire, et c'est comme ça que, à partir de la région où ils habitent et puis la fonction qu'ils occupent, parce que on a des gens qui sont entraîneurs, mais on a des gens qui sont déjà qui ont déjà une formation arbitrale dans d'autres disciplines, et puis on a des médecins qui nous contactent, on a des gens qui veulent faire monter des projets de féminisation, des projets d'insertion, donc ils sont déjà des acteurs sociaux dans l'endroit où ils sont. Par exemple, il y a un club Okinawa au Havre qui fait de l'insertion avec le MMA. Et donc sur des gamins qui sont déscolarisés, les 16-25, qui fait stage MMA, plus après des ateliers, des portes ouvertes, etc. Il leur met un petit peu comme qui dirait le pied à l'étrier. Puis on a toutes sortes de projets comme ça. Donc en fait, on a des gens qui pourront se manifester en tant peut-être que porteurs de projet, ou peut-être entraîneurs, ou peut-être médecins. On a un médecin à Bayonne qui nous a écrit pour dire moi je fais du jiu-jitsu. Personne n'est parfait, on l'a déjà dit au début. T'as un Donc, problème avec le JJB, hein, on va s'en- Ou avec les gens de Bayonne. Ça fait mal au doigt, ça fait trop mal au doigt. Et en fait, lui, il fait déjà de la médicalisation sur des événements sportifs. Donc il s'est dit comment je peux intervenir. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est récupérer tous ces contacts-là pour créer des groupes, comme on l'a dit, des groupes locaux, régionaux, qui vont pouvoir amener aussi leur pierre à l'édifice. Et donc ça, c'est quand? C'est une présentation? Comment ça va s'appeler cet événement? Là, ce sont les assises. Les assises du MMA, fin mars. Comment on y assiste? Ça sera un live qui sera proposé sur le Facebook de la fédération Voilà, de d'accord, boxe, ok. et puis Donc voilà, tout le monde pourra y assister. Ce qu'on attend aussi, c'est quand même des gens qui ont déjà des fonctions d'encadrement, des gens qui enseignent. Mais pour justement, pouvoir, c'est très bien ça, parce que c'est un petit peu le truc de... on en parlait tout à l'heure un peu en France, on aime râler, tout ça, machin. Et ben, les amis, au même titre que les compétitions de jiu-jitsu brésilien en France, et puis l'évolution, tout ça, au lieu d'attendre que les choses se fassent, au lieu et de râler après en disant « Ah oui, mais c'est tel fédé, c'est tel truc, et tout ça, machin », on vous explique là aujourd'hui que vous avez la possibilité d'agir. C'est ça. C'est quand même hyper bien, vous avez la possibilité d'agir, alors peut-être que ce sera écouté, peut-être pas, après ça malheureusement c'est la vie et c'est le principe de la démocratie, mais on vous offre la possibilité de le faire, donc plutôt que d'attendre que les choses se fassent et puis de râler et puis de dire que c'est toujours les mêmes et puis de parler encore de nouvel ordre mondial, c'est hyper important de dire qu'en fait non, là vous avez la parole et vous pouvez le faire, vous avez ce live et puis vous entendrez de comment ça va évoluer, comment ça va faire et puis on vous posera les questions et vous serez entendu. Puis on aura toutes les régions, c'est-à-dire ouais. comme on va pas forcer les gens à venir uniquement sur Paris, parce qu'il y a plein d'acteurs à ce moment-là qui pourraient pas venir. Exactement. On aura aussi les dom-toms. C'est important les dom-toms. Donc on aura aussi les dom-toms qui pourront... Non, c'est comme le JJB, on s'en fout des dom-toms. Non, mais non, ça... Autant le JJB, mais On s'en fout. Mais les dom-toms, par contre, non. Donc en fait, là c'est important, parce qu'en plus c'est du temps... Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de décalage. On n'aura pas de décalage, comme le disait Johnny, sur les cursus de formation. C'est-à-dire que le cursus qu'on aura à Poussy-Saint-Gervais ou à Pointe-à-Pitre, ce sera exactement le même au même temps. Si on fait le live, il y aura un décalage, mais je veux dire, en fait, il n'y aura pas comme ça un écho un peu plus tard, avec comme ça une inertie provoquée par la distance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des tas d'outils qui nous permettent de faire tout ça. Charge à nous, c'est la réflexion qu'on a aussi ensemble, de se dire quel outil on pourrait utiliser pour faire en sorte que on puisse faire ça. Et donc on vous suit via la Fédération Française de Boxe, les réseaux Voilà. sociaux, FFB. Très facile à trouver a priori. Oui, c'est ça. Voilà, magnifique. Et top. Merci beaucoup, franchement, Merci c'était... infiniment de nous merci à avoir vous. offert la primeur un petit peu de une petite vision, un peu une insertion, une insertion, ouais, c'est ça, une incursion Voilà. dans les arcanes un petit peu du choix de la fédération Du pouvoir qui accueille le MMA. de la Merci Fédération de Boxe. infiniment. On aurait voulu aussi, et là je vais vous laisser la parole, messieurs, après justement avoir parlé de tout ça, parce que le MMA, le sport de manière générale, c'est pas que toute cette partie politique, c'est pas que les événements, c'est pas que l'argent que ça peut rapporter, et puis aussi tout simplement le bonheur que peut apporter une pratique sportive. Il y a aussi des combattants, il y a aussi des gens qui font le sport. On connaît maintenant aujourd'hui Johnny Frachet, on le connaît du point de vue un petit peu politique, un peu plus politique, un peu plus technique maintenant avec Lionel.
mais il y a aussi des combattants. Et aujourd'hui, tu voulais nous parler de quelqu'un dont il faut qu'on se souvienne. Lionel. Johnny. Moi, c'était une personne que j'ai rencontrée. Qui est aujourd'hui, c'est son enterrement. C'est un peu difficile d'en parler puisqu'il était très très proche. C'est Younes Mikis et qui est décédé récemment. D'un cancer du côlon, qui est une maladie assez très très grave et très difficile à soigner. Je crois qu'on peut pas. Il y a très peu de cas de rémission. Qui était un jeune combattant, très très gentil. Je l'ai rencontré, dynamique, toujours joyeux, etc. Il était très proche de Lionel, qui est là aujourd'hui. Il est décédé cette semaine. Excusez-moi, j'ai pas tous les mots pour dire. Et donc on voudrait envoyer une petite pensée à sa famille et en son nom. On lui a rendu un hommage au roll-up grâce à Malik. Tout le monde s'est levé. Et aujourd'hui, voilà, c'est son enterrement. Il s'est entraîné avec Lionel, ils étaient très, très, très amis. Et voilà, aujourd'hui, tout de suite après, là, Lionel va aller pour son enterrement. Donc, à travers ce podcast, on voulait lui faire un petit hommage, un grand hommage même. On sait où il est bien. Et puis, voilà, toute la communauté du MMA en France et des sports de combat et des arts martiaux est derrière toi. Et on n'oubliera jamais ton nom. Merci. Oui, effectivement, on présente nos condoléances effectivement à la famille, aux amis et à tous ses partenaires d'entraînement, parce que c'est ce que vous avez expliqué, le MMA, c'est au même titre que le jiu-jitsu brésilien, on en a beaucoup rigolé, on s'est moqué des différents sports de combat, mais c'est vraiment ce qui définit un sport de combat, je trouve, pour avoir fait plusieurs sports différents, c'est cette notion de famille, cette notion d'entraide de manière générale, cette notion de... on a toujours quelqu'un derrière soi, on a toujours une équipe, on a toujours... Et ça, c'est vraiment typique au sport de combat. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a au moins 2, parce qu'il s'entraînait aussi en jiu-jitsu brésilien, il était ceinture violette à la B9, il y a au moins 2-3 équipes qui le pleurent. Voilà, on leur présente nos condoléances. Et on va s'arrêter là, sur cet hommage à Younes. Voilà. Exactement. Émouvant. On se retrouve bientôt dans 2 semaines, les petits castagneurs. Lionel, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. C'était important pour nous et on est assez fiers d'avoir fait ce podcast. Johnny, mon pote Johnny Fraché, on se voit souvent, on se revoit vite de toute façon. On a promis qu'on se refaisait parce qu'on en a beaucoup demandé un podcast avec Eric. Ouais, volontiers. Et il voulait faire un podcast avec Dao aussi. Oh là là. Tous les trois, j'ai peur que ça crée un vortex. Honnêtement, on est d'accord, ça va être trop compliqué. On va faire tranche par tranche. Faut mieux faire Eric et Dao. Sinon, ça on vous va laisse, partir vous dans tous partez les en sens. pas comme ça. Il faut faire une soirée, sinon faut faire une soirée. Exactement. Une nuit exactement. même. Un 24 heures un marathon podcast. Merci de m'avoir invité. Non, merci à toi d'être venu. Tu reviens absolument quand tu veux, tu le sais. Mon pote Adri de Castagne FM, merci Salut beaucoup. Jérémy. C'était chouette, les amis. Très bonne journée. Bye bye, amusez-vous bien. À bientôt. Bye. Ciao. Bye.